Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'ai invité Vincent Souchko. Pourquoi j'ai invité Vincent ? Parce que c'est un membre de mon coaching Alpha Google et j'ai pu le découvrir au fur et à mesure qu'on a fait les coachings ensemble, qu'on a discuté, qu'on a travaillé ensemble sur le référencement naturel de son site. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert que Vincent, c'était un excellent entrepreneur. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée finalement qu'il vienne nous partager son parcours, comment il a fait pour partir de rien et arriver à un e-commerce qui fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et tu vas voir que Vincent nous a partagé beaucoup d'informations qui sont absolument passionnantes et qui sont super intéressantes, super importantes. C'est beaucoup de leçons que tu vas pouvoir apprendre finalement du parcours de Vincent. Alors, je t'ai noté quelques petites choses que tu vas découvrir finalement dans cet épisode. Donc, évidemment, son parcours pour aller de 0 à 1 million avec son e-commerce. Comment il a fait pour lancer son entreprise alors qu'il n'était pas prêt. Mais quand je te dis pas prêt, c'est pas prêt du tout. Il a lancé ça dans des conditions qui étaient vraiment pas top pour lancer une entreprise. Pourquoi est-ce qu'il a failli déposer le bilan et comment il a fait justement pour ne pas déposer le bilan et changer son business model pour rebondir et repartir encore plus fort et exploser derrière. Les avantages qu'il a face à Leroy Merlin, Castorama pour réussir à sortir son épingle du jeu parce qu'il a lancé son e-commerce alors que c'est des entreprises qui étaient déjà très bien établies et il avait besoin de sortir son épingle du jeu pour être capable justement d'attirer du monde et de vendre ses produits. Tu vas pouvoir aussi voir comment il a convaincu les fournisseurs de travailler avec lui alors que personne ne voulait travailler avec lui parce qu'ils n'étaient pas encore prêts et lui, il a réussi à travailler avec eux. Et comment il a pu rebondir alors que le Covid avait tout arrêté dans son activité, qu'il n'y avait plus de stock et comment il a réussi finalement à rebondir et à justement transformer ce gros problème qu'est le Covid en un avantage et à réussir à satisfaire ses clients. Et au-delà de ces points que je viens de citer, tu vas voir que tout au long de l'interview, Vincent, il nous délivre des pépites toutes les 2 minutes en fait. Il y a une leçon à apprendre, un apprentissage à faire, il y a une erreur à éviter, etc., etc. Donc, c'est vraiment un interview. Je suis ravi de l'avoir fait. Je suis ravi de pouvoir te le présenter aujourd'hui. J'espère qu'il va te plaire et je te laisse avec ma discussion avec Vincent. Je suis avec Vincent de Ozilla et Ozilla, c'est une entreprise qui fait de la protection solaire et visuelle autour de l'habitat. Et j'ai voulu interviewer Vincent parce qu'il a une belle progression sur son site e-commerce. Et je voulais un peu partager son parcours pour que ça te donne des pistes pour toi, savoir où tu en es actuellement et voir s'il y a des petites choses que tu peux récupérer dans le parcours de Vincent pour booster ton e-commerce. Vincent, comment vas-tu ? Et est-ce que tu es prêt pour cette interview ? Ça va super. Merci Olivier en tout cas de m'accueillir. C'est assez gratifiant pour moi. Donc je suis plutôt content d'être là et puis de pouvoir partager l'expérience depuis maintenant plusieurs années. Et si je peux donner des tuyaux, des petits conseils pour gagner du temps, je serai le plus heureux d'avoir au moins partagé ces informations. Ok, super. Écoute, je pense qu'on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise Ozilla ? C'est quoi et d'où ça vient ? D'accord. Alors, en fait, Ozilla, ça s'appelait pas comme ça quand j'ai démarré en 2015. Le site s'appelait toiledestorban.com. Okay. Donc, pour la petite histoire, nous, on faisait que de la toile de store. Alors, je fais juste un petit bond en avant pour peut-être donner les circonstances dans lesquelles on a démarré. Ma femme venait d'accoucher. Moi, j'avais un job où j'étais un faux webmaster dans une boîte où je vendais des piscines sur Internet. J'avais créé une site de piscine sur Internet. Je dis faux webmaster parce que j'ai pas la formation. C'est vraiment de la pure passion. D'accord. Et puis, donc ma femme accouche. Elle me fait un baby blues. Et là, du mal à retrouver un travail. Et donc, c'est l'occasion de se dire, ok, on a accumulé pas mal d'expérience, elle, de son côté, au niveau commercial. Moi, de mon côté, sur la partie informatique, création de sites, référencement du site. Et puis, c'est ma passion.
Et on se dit, bon ben voilà, c'est pas le bon moment, mais c'est bon moment pour se lancer, je pense, parce qu'il n'y a pas du tout de bon moment, on l'a fait au pire moment. Je crois qu'il y a pas pire, et ce que j'aime bien dire souvent, c'est j'ai pas démarré avec 50 ou 500 euros, mais j'ai démarré en négatif. D'accord. Donc c'est important de dire à plein de personnes, il n'y a pas de bon moment pour démarrer. C'est quand on le sent en fait. À un moment donné, on se dit ok, c'est le moment d'y aller, on n'essaie pas d'aligner les planètes. Faut foncer et les planètes, c'est à nous de les prendre et de les aligner. Donc on est fin 2014 et donc le site, je l'avais déjà créé un petit peu avant, sur l'année 2014, qui à la base pour mon père, j'avais fait ça, qui avait un fournisseur de toiles de store et il m'avait demandé de faire un petit site parce qu'il savait que j'en faisais une dizaine par an pour essayer moi un petit peu de me challenger, de me tester, et j'allais jamais jusqu'au bout. Et là je me suis dit bon allez, c'est le moment, faut aller jusqu'au bout à un moment donné. Donc ma femme se fait son baby blues et je lui dis écoute, ce qu'on fait, on va bosser pour nous maintenant. On reprend ce fameux site qui avait quelques mois, qui faisait rien, c'était vraiment de la mise en ligne très 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 basique, et on va le refaire avec toute l'expérience qu'on a. Je vais mettre un chat, un numéro de téléphone et tu vas prendre les appels. Donc elle me dit ok, bon ben on essaye sans grande conviction parce que on démarre quand même de zéro. Et puis au bout de quelques semaines, tous les soirs, moi en fait je travaillais dessus pour remettre à jour vraiment quelque chose pour qu'elle puisse elle avoir une autonomie. Parce qu'à la base le site il n'était pas sous PrestaShop. Je l'avais créé vraiment from scratch comme on dit, parti d'une page blanche et j'avais tout créé en pensant me dire qu'un jour je vais réinventer la roue. Donc pour ceux qui essayent de faire ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. J'ai perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de no-code et je crois que c'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent se lancer sur Internet. Il y a tellement de solutions plutôt que se tracasser et tous les problèmes. Et surtout, par exemple, sur la communauté PrestaShop, on a déjà eu tous les problèmes que vous allez avoir. Donc ça, c'était juste voilà, pour la petite précision. Et donc, on arrive en février 2015. Et alors moi je lâche pas vraiment en fait ma société, enfin ma boîte où je travaille, parce que je me suis dit pour le moment je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Et ma femme se met à 100% dedans et elle commence à avoir un petit peu des questions par téléphone et par chat. Donc là on arrive à un moment où elle m'appelle parce qu'elle me dit je réponds quoi, qu'est-ce que je lui dis, je sais pas. Donc je savais pas plus non plus parce que on s'est lancé dans ce produit. Donc la toile de store, donc pour réentoiler un store, en fait la plupart des gens ont un store ban, un store d'extérieur, en terrasse ou en jardin. Mmh. Et en fait, au lieu de changer le store quand la toile elle est percée, on change que la toile, ce qui fait une grosse économie. Et donc moi je m'étais dit, j'ai toujours cherché sur Internet à vendre des produits où on aurait le moins de problèmes dans la livraison. Parce que je savais que le principal problème dans l'e-commerce, c'est la livraison. Et je me suis dit, de la toile, c'est du tissu, ça casse pas, il y a très peu de risques. Donc, pour se faire la main, je pense que ça va être une très bonne chose. Et puis, c'est léger. Donc c'est plutôt pratique à expédier. Donc, on fait ça. On commence sur de la toile de store. Donc, on s'appelle toiledestorban.com. Et là, petite précision aussi, toiledestorban.com, c'est extrêmement long et extrêmement compliqué à donner aux clients parce que nous, on a une clientèle qui est quand même assez âgée. Et quand on vous dit c'est quoi votre adresse mail et qu'on vous dit c'est contact@toiledestorban.com et qu'il faut les player, je peux vous garantir que vous recevez un mail sur 5. Ouais, avec les tirets en plus, à mettre au bon endroit, etc. C'est exactement ça. C'était l'angoisse, mais à l'époque, il fallait vachement jouer sur le nom de domaine par rapport au référencement. Et nous, la toile de Storban, c'était notre mot-clé principal. Donc, on était parti sur ce nom de domaine-là. Aujourd'hui, je pense que ça n'a plus trop d'impact, même si ça peut en avoir un peu, mais je pense que c'est très léger. Donc 2015, on se lance vraiment en février avec la dernière version du site. Donc c'était vraiment quelques ajustements. Et à l'époque, on a à peu près 250 produits en ligne. Donc quand je dis 250 produits, c'est 250 couleurs, mais c'est un seul produit.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vend de la toile de store, mais on a 250 coloris pour un fabricant qui est Dixon, principalement français, avec qui on travaille. Mais c'est le même produit qu'on décline en différentes couleurs. Et pour justement pas avoir un seul produit sur mon site, j'ai dit on va en décliner dans les couleurs. Ça fera autant de produits. Déjà, ça va nous donner un peu plus de crédibilité, on va dire. Donc on démarre comme ça, et puis je suis le seul à l'époque parce que on a un concurrent qui vraiment fait ça à fond depuis, lui il a démarré en 2013 je crois, et par contre il a une seule page avec un seul produit, et je trouve ça pas très crédible, même si après j'ai vu qu'il faisait quand même pas mal de ventes. Donc on se lance sur ça, et au bout de 6 mois en fait, parce que ma femme on a mis ma femme en auto-entrepreneuse pour que moi je puisse garder mon statut de salarié, et j'avais déjà utilisé mon statut d'auto-entrepreneur quelques années avant. Et donc on arrive au bout du mois d'août, et en fait, alors en travaillant, attention, non-stop quasiment, moi de 5h du matin jusqu'à minuit, 1h, 2h, des fois je m'arrêtais pas, parce qu'au milieu j'avais mon travail à faire. De salarié, et puis en dehors je devais tout refaire sur le site, le référencement, rajouter les produits, travailler les photos, et donc c'était très compliqué parce que dans le milieu du store, qui est un milieu très particulier, un petit peu comme le milieu de la piscine, tout ça, c'est des industriels en fait, c'est beaucoup il y a quand même une génération encore qui est très présente et très compliquée à modifier. C'est pas du tout malléable comme marché. On travaille encore à l'ancienne, et quand vous dites à vos fournisseurs qu'il y a pas mal de choses qu'on va adapter par rapport au marché du e-commerce, ils vous écoutent avec une demi-oreille. Et voilà, c'est hyper important. Et qu'est-ce qui se passe au début 2015, quand on a commencé à chercher de nouveaux fournisseurs pour démarrer, on n'était pas crédible en fait. C'est pas loin, 2015, c'était il y a 5 ans, mais on croyait même pas encore que le marché du store pouvait vraiment être attaqué, être percé sur Internet, alors qu'il y en avait déjà qui le faisaient, mais c'était pas quelque chose d'important pour eux. Je le précise, c'est important parce qu'on a vraiment eu énormément de mal à trouver des fournisseurs qui voulaient jouer le jeu. Internet pour eux c'était la bête noire parce que c'était des gens qui faisaient des sites mais qui payaient pas en fait leurs fournisseurs. Et j'ai eu beaucoup ce ressenti et beaucoup de retours par rapport à ce sens-là. J'ai même encore aujourd'hui un des fournisseurs avec qui on a essayé de travailler qui veut toujours pas travailler avec nous suite à une mauvaise expérience. Bon, tant pis, on a passé le cap. Mais en 2015, c'était pas loin, mais très compliqué à trouver de nouveaux fournisseurs sur ce domaine-là. Mais on a réussi à en trouver quelques-uns qui nous ont quand même fait confiance, avec qui on a pu démarrer une vraie collaboration. Et puis voilà, essayer de trouver comment on pouvait adapter notre marché pour cette clientèle-là. Donc 2015, février, août 2015, on arrive, on fait à peu près 90 000 € de chiffre d'affaires. Et là, il nous dit, notre comptable, c'est plus possible parce que votre seuil de l'auto-entreprise, c'est pas possible, quoi. Et donc en août 2015, on transforme l'auto-entreprise en SARL. Et c'est là vraiment que l'aventure, on va dire, commence à part entière, parce que moi, en août 2015, j'arrête de travailler aussi en tant que salarié. J'avais petit à petit prévenu, donc on le faisait très doucement, mais voilà, à partir d'août 2015, ça s'est fait naturellement, parce que de toute façon, il fallait vraiment se consacrer à fond, et puis ma femme ne pouvait plus recevoir les appels toute seule. Ça a commencé vraiment assez rapidement sur cette période-là. Ok. Donc, je résume un petit peu ce que tu nous as dit. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est que finalement, la décision et le lancement de se dire on va lancer un site e-commerce de vente de toiles de store, c'était très artisanal, la façon dont vous l'avez lancé. Finalement, ce que j'ai noté, en fait, c'est que c'est pas forcément la réflexion en amont qui a été la plus importante, c'est plutôt ton côté passionné de travailler sur Internet, de développer des sites, l'envie d'y aller, et puis le travail aussi, parce que ta femme était à 100% et toi, tu avais ta journée de boulot avec ton employeur à l'époque, et tu faisais une deuxième journée la nuit pour avancer. Donc je trouve ça intéressant parce que y a beaucoup de gens qui vont pas se lancer, et tu as utilisé le terme alignement des planètes. Je trouve ça super intéressant parce que souvent on attend en effet que ce soit le meilleur moment.
Le problème d'attendre le meilleur moment, c'est que si j'attends 4 ans que ce soit le meilleur moment, peut-être que ce sera un super moment pour se lancer dans 4 ans, mais les 4 ans que j'aurais perdus vont valoir tellement plus que d'avoir attendu le bon moment. C'est une perte de temps énorme. Et finalement, il y a jamais vraiment de bon moment. Et en fait, le risque, ça va trop vite. Ouais, ça va trop vite sur Internet. Et le risque, il est jamais si énorme que ça, parce qu'en fait, t'aurais eu la capacité de retrouver un job, ta femme aurait eu la capacité de retrouver un job si ça n'avait pas marché. Au pire, t'aurais juste accumulé de l'expérience. Donc, en fait, l'alignement des planètes, faut vraiment pas l'attendre. Faut y aller. Par contre, je pense qu'il faut quand même être OK sur le fait qu'il y a du boulot et ça va pas se faire tout seul. Et que ça, c'est un sacrifice qu'il faut être OK de faire. Mais ça se fait justement si on a l'envie, la passion. Ça se fait plus facilement que si on fait ça juste parce que parce qu'on a fait choisi ça au hasard, quoi. C'est ça, il faut de la passion, faut de l'envie, comme tu dis. Moi, je l'ai pas fait par passion, la toile de store, c'est pas ma passion. Ça, c'est clair. Je l'ai fait parce qu'en fait, moi, ma passion, c'était mon rêve, en fait. Mais j'avais un rêve depuis très longtemps. C'était de vivre de mes sites internet. Alors, je disais de mes sites parce que je voyais tellement comme c'était compliqué. J'en ai lancé plein, où j'ai fait des échecs, mais je pense que j'ai dû créer, sans mentir, une trentaine de sites internet, dont la moitié des e-commerce. L'autre moitié, c'était des sites. J'avais fait des sites un peu de tout, du suivi de chantier. J'ai fait des sites et que ça fonctionnait. Mais en fait, je crois que j'y croyais pas assez. J'y croyais pas assez et j'étais vite. Le premier échec m'a vite fait tomber les bras. Mais j'ai quand même essayé d'y retourner sans arrêt. Et à un moment donné, je me suis posé et je me suis dit, mais mince, j'ai fait tous ces sites, mais je refais les mêmes erreurs à chaque fois. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi les erreurs que j'ai faites? Les erreurs, ça a été déjà d'en avoir fait dans tous les sens. Et ça, c'est hyper important. Je le précise, et encore plus juste aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était moins ça, mais aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. Faut se concentrer sur une chose en premier. Faut pas se disperser. Il y a tellement d'énergie à donner déjà pour créer quelque chose qui fonctionne, qui tourne. On peut pas se dire je fais un peu de ça, je fais un peu de ça et puis on verra lequel va fonctionner. Non, en fait, tu prends celui sur lequel tu crois le plus, tu le fais à fond, tu vois, t'avances. Il y a des erreurs, il y a des échecs, c'est pas grave, tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais tu avances jusqu'au bout. Parce qu'on va jamais vraiment au bout des choses, quoi. C'est ça, c'est vrai, c'est la vérité, je pense. On va pas au bout des choses. Et on s'en rend compte quand en fait on regarde ce qu'on a fait avant et on se dit putain mais si j'avais su j'aurais dû faire ça et puis j'aurais dû faire ça. Et en fait si vous dites ça vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et moi j'en ai lancé plein et à chaque fois en fait ma satisfaction c'était avoir le site en ligne. J'étais le plus heureux. Et mon autre satisfaction c'était de redémarrer quelque chose d'autre. Mais je prenais pas le temps de le référencer, de parler du site, de faire tout ce qu'il y a autour. En fait c'est mettre un site en ligne aujourd'hui tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Par contre, mettre un site en ligne, en faire quelque chose d'intéressant, quelque chose vraiment qu'on reflète notre énergie dedans, quelque chose sur laquelle on va vraiment passer du temps à essayer de réfléchir et de se dire voilà pourquoi les clients achèteraient chez moi plutôt qu'un autre, et de se poser sans arrêt ces questions et de faire l'action de se dire voilà aujourd'hui je vais essayer ça, après j'essaierai ça, je vais voir qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et d'avancer comme ça. En fait, c'est ça, avancer. C'est ça le plus important. J'adore ce conseil que tu dis de ne pas se disperser. C'est quelque chose que je prône en permanence, en fait. Par exemple, dans la formation en référencement que je fais, c'est souvent quelque chose que je dis, c'est que j'ai beaucoup d'e-commerçants qui viennent et qui disent j'ai fait un petit peu de référencement, j'ai pas fait grand-chose, mais par contre, j'ai bossé un peu les réseaux sociaux, j'ai aussi fait un peu ça, un peu ça, un peu ça. Et en fait, il y a cet effet de boule de neige sur tout ce qu'on fait en fait, qui fait que si tu pousses plein de petites boules de neige, tu vas juste les pousser un petit peu à chaque fois, elle va jamais vraiment grossir. Par contre, si tu en pousses une tout le temps et qu'elle avance, elle va vraiment grossir et à un moment donné, elle va avoir plein d'élan et tu n'auras plus besoin de la pousser en fait. C'est exactement ça. Et par contre, une fois qu'elle est bien grosse et qu'elle fonctionne bien, tu peux utiliser ça comme levier pour avancer plus vite sur ta deuxième boule de neige. En gros, plein d'erreurs que tu auras fait, typiquement toi en lançant Ozilla, tu auras fait plein d'erreurs que tu ne referas plus dans un autre projet si tu en dois en lancer un autre aujourd'hui. Mais si tu lances tes deux projets en parallèle, ou
ou trop proches l'un de l'autre, bah t'as pas le temps d'apprendre des erreurs que tu vas faire sur le premier projet pour lancer le deuxième. Ça. Donc déjà tu vas faire 2 fois les mêmes erreurs. Ça, on fait les mêmes erreurs. Voilà, tu vas faire 10 fois les mêmes erreurs si tu fais 10 projets. Et au-delà de ça, tu peux pas utiliser ce que tu as créé avant parce que t'as rien créé encore. Là aujourd'hui, si tu lances un nouveau business et par exemple tu parlais de la difficulté d'aller trouver des fournisseurs, aujourd'hui ce sera infiniment plus facile pour toi parce que si tu vas avoir un fournisseur même dans un domaine que tu connais pas et qui est un peu réfractaire à Internet, tu vas dire non mais attendez, j'ai eu le même problème et maintenant j'ai pratiquement tous les fournisseurs sauf un qui veut toujours pas mais j'ai tous les fournisseurs sur ce sujet-là, il n'y a aucun problème. Moi dans 4 ans vous verrez que c'est une évidence que vous devez être sur Internet avec vos produits, donc tu sauras utiliser ce que tu as appris dans l'autre en fait. Mais si tu lances les deux en même temps, tu as 2 fois le même problème et tu sais pas le résoudre parce que tu l'as jamais résolu ailleurs. C'est exactement ça, c'est exactement ça, et c'est ce qui m'est arrivé en tout cas à moi. Donc je vous dis, j'ai fait quasiment une trentaine de sites internet, il y en a qu'un seul qui a marché. Il n'y en a qu'un seul, ça a été Toile de Storban, qui a fonctionné, qui a été mon propulseur. Et d'ailleurs, j'ai même essayé, mes anciens démons sont revenus au bout de 2 ans, 2 ans et demi. J'ai voulu créer un autre site, qui s'appelait, je crois, Monster Enrouleur. Ça a été un bide total, parce que quand j'ai commencé, je me suis senti pousser des ailes. J'ai dit, bon, bah ça y est, c'est parti, j'ai compris. Bah non, en fait, j'avais pas compris. Donc j'ai vite arrêté et aujourd'hui je me consacre qu'à ça. Ça demande tellement d'énergie qu'aujourd'hui tant que, comme tu dis, la boule est pas assez grosse pour être lancée toute seule, tu peux pas te permettre. Aujourd'hui c'est différent, je pense que je pourrais. Après il faut avoir l'envie, il faut avoir l'énergie aussi parce que tu brûles beaucoup d'énergie. Ouais, forcément. Ouais. Et ça c'est parce que c'est un truc qui me rend fou, c'est qu'on entend encore souvent dans le discours de créer un site internet, tout le monde peut le faire. Bah, fais-le, d'accord, et puis on en discute dans 5 ans, on voit où est-ce que tu en es. Ouais, encore une fois, on peut créer le site, on peut le mettre en ligne, mais ça s'arrête pas là, quoi. C'est ça, mais c'est comme ouvrir une boutique, un magasin physique, parce que bon, faut quand même pas oublier que le e-commerce, c'est quand même du commerce. Ouais. On a juste une façon de se faire voir différemment. Si on ouvre une boutique et qu'on met pas l'énergie aussi dedans, ça sera le même problème. Non, c'est clair. Donc voilà, c'est hyper important de se concentrer sur ce que vous faites et d'aller jusqu'au bout en fait, de votre vision, de la vision, et de se dire ok, bon bah voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour encore améliorer et chercher du trafic et ce trafic le transformer. Faire en sorte que voilà que mon taux de conversion s'améliore au fur et à mesure, qui me permettra justement d'aller chercher d'autres choses derrière. Ok. Alors du coup là, tu nous as parlé de comment ça a démarré. On est arrivé en août 2015 et c'est là que finalement, on va dire, l'aventure commence en tant que grosse, vraie entreprise, on va dire. On n'est plus sur juste en auto-entreprise. Et toi, tu te mets à 100% aussi à fond, donc vous êtes à 2 à 100%. Et du coup, c'est quoi les défis que tu as dû relever à ce moment-là sur, on va dire, si on va jusqu'à la 3e année, parce que je sais qu'à la 3e année, il y a eu des petits problèmes et on va en parler après. Mais c'est quoi, quels sont les défis que tu as dû relever et comment tu les as relevés? Et je suis aussi curieux de savoir un petit peu, un des défis que tu as dû relever, c'était ces fameux fournisseurs. Ouais. Comment tu as réussi finalement à les convaincre aussi eux? En fait, pour réussir à les convaincre, la première chose que j'ai fait, c'est quand on se lance en 2015, on se dit, on prend le fournisseur unique qui nous a le plus fait confiance et on va travailler qu'avec lui. C'était très risqué parce qu'on m'a toujours dit attention, faut pas que tu aies qu'un seul fournisseur, s'il plante, t'as plus rien. Mais en même temps, on n'était que 2 déjà, ma femme et moi. Alors déjà c'est bien, on était 2 parce que ben, des fois ils démarrent, ils sont tout seuls. Mais quand tu te lances et que tu dois être partout, que tu dois vraiment te concentrer pas que sur ton business spécifiquement, tu vas te concentrer sur toute l'énergie qu'il y a derrière sur la boîte. Ta TVA à payer, t'as ton URSSAF, t'as toutes tes charges, t'as tout ça. Et donc, t'arrives, tu te lances, et là, bon, tu dis, ok, si je pars pas droit d'entrée, ça va être catastrophique, parce que du coup, j'ai eu beaucoup
de connaissances autour de moi où voilà, cette gestion a fait que derrière ils se sont plantés. Donc je voulais pas déjà me planter sur l'organisation de la société. Donc si on se dispersait trop et qu'on allait chercher trop de fournisseurs, après la structure c'est plus la même et l'organisation est plus compliquée et on n'avait pas les outils pour. Donc on a dit on se concentre sur ce fournisseur, on va exploiter la totalité du potentiel de ce fournisseur, essayer d'aller chercher et puis on lui montrera qu'on travaillera avec lui, plus lui nous fera des retours et ça sera donnant-donnant. Et donc ça a fonctionné, ça a réussi à matcher. On lui a montré qu'on commençait à avoir du volume sur un marché sur lequel eux ne croyaient pas du tout. Mmh. Et pour en avoir discuté d'ailleurs avec ce fournisseur, il m'a dit, je crois que c'était il y a 2 ans, en 2020, il me dit ça, hein, alors qu'on avait démarré en 2015 avec lui. Il me dit, je me rappellerai toujours le jour où je vous ai vus tous les deux dans votre petit chez vous, parce qu'en fait, on avait les bureaux à la maison. Il avait tiré un rideau pour séparer le salon, salon cuisine. Et il n'y a pas de petites économies quand on démarre. Et du coup, surtout quand on démarre sur Internet. Et il m'a dit, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ces 2 gamins là qui essaient de lancer un truc sur Internet dans mon business que ça fait 30 ans que je suis dedans et en fait, il est sorti de là, il a dit, mais ça m'apprendra à prendre tous les rendez-vous, je prends n'importe quoi. Et il me dit, aujourd'hui, je ne loupe plus un seul rendez-vous. Je ne loupe plus du tout au premier rendez-vous parce qu'on a fait partie quasiment de leur top 3 en tant que client aujourd'hui et top 1 sur la partie Internet aujourd'hui. Ah, excuse-moi, je te coupe parce que j'adore cette anecdote parce que en fait, ce que tu as dit, ton fournisseur et puis comment vous l'avez reçu, etc. J'adore parce qu'en fait, tu sais, on se fait toujours un monde ok, il faut que je sois absolument nickel, ultra présentable, que j'ai l'air pro, que j'ai l'air d'avoir 25 ans d'expérience. À un moment donné, on va pas, ça va être totalement fake, personne va y croire. Et à un moment donné, il faut y aller, il faut faire, entre guillemets, déjà, il faut y croire, il faut avoir envie. C'est ça. Et puis, ok, il y en a plein qui vont pas vouloir, mais c'est pas grave, on va finir par en trouver un qui veut bien et on va y aller, quoi. Et là, voilà, c'est pareil, je pense que vous avez fonctionné de la même manière, c'est qu'en fait, toi, tu as contacté plein de personnes pour avoir un fournisseur. Lui, il a fait plein de rendez-vous, puis à un moment donné, il a fait, on va essayer, après, voilà, quoi. De toute façon, maintenant, il est venu, et il a... C'était par politesse. Il est venu par politesse. On a démarré ensemble par politesse. Et, je sais pas, on a dû contacter une 20aine de fournisseurs. Il y en a 4 qui sont venus. Il y en a 3 qui nous ont ri au nez. Et un seul qui a dit, bon, allez, ok, je lance. Okay. J'essaye. Et heureusement, parce que sinon aujourd'hui on aurait rien, quoi. Il en a fallu d'un, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est extraordinaire. On a juste un fournisseur qui veut travailler avec nous. Bon, ok, on se concentre sur lui. On arrête de vouloir en chercher d'autres. On oublie le truc de se dire, bon, mais on a les parents qui nous disent, attention, un fournisseur c'est dangereux. Si ça plante, on savait qu'il était gros en plus. Donc on s'est dit, bon, il y a quand même un peu de marge avant qu'il se plante. Il va pas se planter du jour au lendemain. Ça fait des années qu'il est là. Il a toute la côte pour lui jusqu'à Menton en fournisseur et c'est lui qui fournit tout le bassin méditerranéen. Il y a de fortes chances que quand même il s'arrête pas demain. Donc on a dit en tout cas pour nous c'est l'occasion. Et donc voilà, comme tu dis, c'était. Mais nous il nous l'a dit 5 ans après. Hein. Il n'a pas osé nous le dire tout de suite, parce qu'après, on a créé, et après, le Covid nous a resserré des liens, et c'est là où, en fait, il nous a expliqué qu'il ne misait pas un sou sur nous, et qu'au final, aujourd'hui, il peut plus se passer, quoi. Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que l'anecdote du fournisseur et comment tu as finalement réussi à avoir les 2 autres fournisseurs, on revient aux 2 choses que tu disais avant. Notamment le fait que ok, on a un seul fournisseur mais on va y aller quand même et finalement pour moi ça reste la bonne solution parce que si encore une fois tu dois attendre d'avoir plusieurs fournisseurs, en attendant t'es au même stade que si jamais ils te plantent dans 3 ans en fait, parce que s'ils te plantent dans 3 ans t'as rien, mais si t'attends 3 ans t'as rien pendant 3 ans. Exactement. Donc au final c'est vrai qu'on est toujours en train d'essayer de se protéger et de se dire ouais mais si je construis ça et moi j'étais beaucoup comme ça en fait et j'ai fini par analyser, mais si je construis ça et qu'à un moment il y a ça qui se passe, je vais perdre tout ce que j'ai construit, du coup je le construis pas, mais du coup je l'ai pas en fait. Je l'ai pas et je l'ai jamais eu. C'est ça. Voilà, et donc du coup t'as pris cette décision de dire il nous plante, il nous plantera, mais en attendant on va pouvoir avancer. Et puis le côté se disperser aussi, c'est que finalement tu t'es dit on en a qu'un, on va se concentrer à fond dessus.
pour avoir un max de résultats sur lui. Et une fois qu'on aura un max de résultats sur lui, ça nous aidera à avoir les autres. Donc, tu as utilisé finalement ton fournisseur et la relation que tu avais créée avec lui comme levier pour aller décrocher les autres. Donc, on en revient aux deux mêmes enseignements en fait, que tu nous as partagés avant. C'est finalement de y aller, même si tout est pas, les planètes sont pas alignées, et de pas se disperser. Quoi. Exactement. Et puis du coup, ce qui est hyper important, c'est que si on arrive à tisser des liens autres que plus forts avec nos fournisseurs, mais ça marche dans tout, hein. Ça marche dans ce qu'on vend, mais dans tous les domaines avec lesquels on va travailler, les personnes avec qui on travaille. Je vois aussi tous les deux, ne serait-ce que tous les deux, voilà, on communique beaucoup, on échange beaucoup. Alors ça, on s'est jamais rencontrés, mais ça se passe super bien. Je vois, tu m'apportes énormément. Du coup, je prends beaucoup de choses aussi à toi. Je prends pas mal de formations. Je te suis. En fait, voilà, si on arrive à créer quelque chose autour et se dire, ça va être du donnant-donnant, plus je vais faciliter les choses, plus on va me le rendre aussi facilement. Et c'est hyper important. Avoir des fournisseurs de confiance, aujourd'hui, il n'y a pas plus précieux. Moi, à un moment donné, ce qui m'a fait peur, ça a été le dropshipping. Dropshipping, ça m'a fait peur. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, en fait, n'importe qui peut vendre n'importe quoi. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est vraiment ce qu'on va recevoir, et on ne sait pas à qui on le vend. Et c'est catastrophique. Pour moi, c'était catastrophique. Je me suis dit, ça peut pas durer, c'est pas possible. Et j'ai dit, voilà, moi, je prône pour un e-commerce sain, pour un e-commerce avec des vraies valeurs. Et pour moi, c'est important. Et ça, par contre, ça a vraiment joué la différence, ne serait-ce qu'au niveau de mes clients, mais encore une fois, au niveau des fournisseurs. Parce que souvent, on parle des clients, la relation avec les clients, mais on parle très peu de la relation avec les fournisseurs. Mais si vous n'avez pas des fournisseurs de confiance, moi, si j'avais pas eu les fournisseurs que j'ai aujourd'hui, que je suis allé voir, que je vois régulièrement, avec qui je crée des liens, en 2020, quand il y a eu le Covid, je fermais la boîte. Mais je reviendrai sur ça pour la petite histoire. Donc on démarre en 2015, en août 2015 où on se lance vraiment, on se dit ok à fond, on prend un seul fournisseur et on y va. Et là on vend que les produits du fournisseur, donc on augmente notre catalogue de produits un petit peu, et on se rend compte qu'en augmentant le catalogue produit, on augmente quand même de la visibilité et un petit peu de vente. Et puis, mais par contre, voilà, je recevais toute la marchandise chez moi. C'est-à-dire que j'avais pas de bureau, c'était à la maison. Et la maison, c'était devenu les bureaux, plus que la maison. Ouais. Donc, faut pas oublier, ma fille venait d'avoir à peine 1 an. On est en train de grossir. On achète des machines pour emballer. On reçoit la marchandise. On a des toiles qui font 10 mètres de long dans la salon, qui vont jusqu'à dans la cuisine. Avec une petite fille qui va commencer à marcher. Avec une petite fille qui commence à marcher, qui commence à crier surtout au téléphone. On demandait si on avait un cacatoès tellement elle criait fort. Et puis ma femme avait 2 enfants aussi de son côté. Donc à l'époque, elle avait 7 ans, une de 7 ans et un de 13. Donc voilà, on est quand même assez nombreux dans une maison de village qui est pas très grande. Mais par contre, voilà, on commence à remplir un petit peu la maison. Et du coup, notre voisin prend peine pour nous parce qu'il voit les chargements arriver. En plus, alors, imaginez un camion d'un industriel qui arrive dans un petit village où l'accès est quasiment inaccessible. Et il me fait des scandales à chaque fois qu'il vient parce qu'on a une livraison par semaine et c'est pas adapté en fait. C'est pas adapté pour eux. Des semis, il est coincé sans arrêt. Et là, mon voisin me dit, écoute, Vincent, c'est pas possible, viens dans mon garage et fais-le dans le garage, quoi. Et il est collé à moi, en fait, on est mitoyens. Donc, il me prête son garage. Et là, le problème, c'est que j'ai rempli son garage à lui. Et au bout de 6 mois, il me dit, bon, est-ce que tu comptes rester longtemps ? Et puis là, on se dit, non, de toute façon, on essaie de faire les calculs et on se dit, on peut aujourd'hui prendre des bureaux, quoi. Parce que on vend sur Internet, on fait des certaines marges, mais c'est quand même très difficile aujourd'hui après de se dire à partir de quand on est vraiment rentable. Faut calculer, faut voir. Nous, il faut payer les salaires, faut payer les charges. On est 2, on démarre pas 1 sur la société, on démarre à 2. On n'avait pas on n'a pas balancé de la trésor. Encore une fois, j'insiste, mais on a démarré vraiment avec 0 €. Et là, en fait, tout l'argent qu'on gagne, les 2 premières années, on les laisse dans la boîte. On se crée une trésor au maximum. On essaie de la gonfler. Alors, on s'est pas fait des salaires de 0 €, c'est pas vrai parce que tout le monde dit
Moi, j'ai démarré, je me suis pas fait de salaire pendant 2 ans. Mais comment tu peux vivre? C'est pas vrai. Oui, on s'est pas fait de salaire pendant la première, parce que moi, du coup, j'ai pas touché de chômage. J'ai touché l'aide à la création d'entreprise. Okay. Parce qu'on a quand même une chance, mais inouïe en France. Mais c'est incroyable. Je pense que je vois les Américains, ils rêveraient d'avoir ce qu'on a. On peut créer une boîte et être payé. Donc certes, parce que j'avais travaillé, donc j'ai dit je touche pas le chômage, je veux créer une boîte. Bon, on va vous aider, on vous verse donc pendant 1 an, j'ai touché l'AR, je crois que ça s'appelle, l'aide à la création d'entreprise, ou l'ACRE, pardon. L'ACRE, ouais. Donc ça, c'est hyper important. Il faut en profiter aujourd'hui. Quand on parle d'alignement des planètes, il n'y a que ça, la planète qu'on a besoin d'aligner. C'est comment je vais me payer. Donc, au lieu de dire je vais cramer tout l'argent que je gagne de la société, on a créé notre trésorerie comme ça. Donc, on versait un tout petit salaire à ma femme. Moi, je continue à toucher l'ACRE. Et ça nous a permis de gonfler notre trésor pour grossir petit à petit. Parce que si on est gourmand trop tôt, on ferme la boîte. Ferme la boîte au bout d'1 an, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a 1 an, 3 ans sur les boîtes. Souvent, quand vous allez chez le banquier, il vous demande 3 bilans. On va voir comment vous êtes débrouillé les 3 premières années, quoi. Et donc voilà, donc ça a été hyper dur. On travaille comme des malades. On se couche à 1h, 2h du matin en fermant juste le clapet de l'écran. On se lève, c'est 5h30, 6h. On est en pyjama, on est derrière les écrans d'ordi, quoi. Ça s'arrête jamais. Jamais. Ça dure 2 ans. Moi, il y a une chose que j'ai constatée, parce que j'ai fait un peu la même démarche que toi, en fait, sur les premières années. Je me versais un salaire vraiment ridicule et j'avais, je sais pas si c'est l'ACRE que j'avais, mais j'avais l'équivalent, en fait, tu vois. Mais en fait, au début, tu dis, ouais, c'est inquiet, voilà, la famille, elle peut être inquiète autour de toi, etc., de se dire comment on va faire, machin. Alors, c'était pas la même situation, moi, j'avais pas d'enfant, mais du coup, tu étais inquiet en termes de revenus, etc. Mais d'un autre côté, en fait, si tu es à fond dans ton projet de boîte, en fait, en termes de dépenses, tu vas manger, en fait. Tu vas manger et éventuellement payer ton loyer, mais c'est tout. Tu vas pas aller en boîte, tu vas pas aller dans les bars, etc. Parce que t'as pas les week-ends, t'as pas les soirées, t'as pas tout ça, tu fais que ça. Et donc, en fait, en termes de... Ouais, faut juste compter de quoi t'habiller, te loger, te nourrir. Et ça s'arrête là parce que tu vas être 100% sur ta boîte. Et voilà, évidemment, le but, c'est pas que ça dure 10 ans. Le but, ça dure quelques années maximum. Mais voilà, faut aussi se rendre compte que si on y va à fond, l'argent, on va pas en avoir besoin plus que ça. On va juste avoir besoin de temps, en fait. C'est ça. Et puis moi, je voulais pas faire de prêt tout de suite en arrivant, un prêt pour la société, parce que j'avais quand même, j'avais déjà plein de projets dans la tête. Déjà, je voulais acheter une maison, c'était mon rêve. Avec ma femme, et on s'était dit si on fait un prêt tout de suite, parce que les prêts que vous faites on démarre en société, souvent par la région ou ce genre de choses, c'est super, mais ça vous attaque personnellement, c'est de l'endettement personnel. Donc et puis avoir un prêt, moi ça me faisait peur. Je me suis dit si demain ça marche pas, faut que je rembourse un prêt, c'est pas possible. Pour moi dans ma tête c'était pas possible. Donc effectivement on a joué le jeu du sacrifice. Ça a été très dur les 2 premières années. Parce qu'en fait, il n'y en a pas un des deux qui travaille dans une autre boîte où il y a un salaire qui est sûr d'arriver. Si demain on plante tous les deux. Et nous, ça a été très compliqué parce que les banques déjà détestent ça. C'est vrai, on vous dit mais c'est quoi votre garantie? Si vous plantez votre femme et vous avez plus de salaire, vous avez plus de revenus. Donc en fait, on y va, on n'a pas le choix. Et encore une fois, moi, j'aligne pas les planètes. Elles étaient vraiment très très éloignées. Donc on se disait tant pis, c'est pas grave. On y croit, il y a quelque chose, il y a des fois des choses qu'on ressent, une force, et puis il y a tellement d'idées dans la tête, de choses qu'on veut mettre en place, qui sont très longs, c'est sûr, mais on se dit, ça va payer un jour ou l'autre, ça va payer, faut juste tenir. Et donc au bout de 2 ans, on est un peu fatigué, mais en 2017, ça fait quand même une année qui était quand même sympa. On n'est pas tout à fait rentable parce que on découvre aussi la comptabilité. Chose hyper importante, c'est qu'il y en a beaucoup qui fuient, mais je pense que si on n'a pas une vraie notion comptable de son business, c'est le droit, on va droit dans le mur, ça c'est clair. Le déni des factures, le déni de payer, le déni de tout ça, c'est il y a rien de pire. Et je dis ça parce que j'en connais beaucoup qui sont comme ça, mais on n'aime pas les chiffres, on n'aime pas ça. Moi, j'aimais pas les chiffres, mais par contre, c'était important pour moi de savoir combien je gagne, combien il sort, est-ce que ça je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire, parce que des fois je l'ai fait et j'avais pas les moyens de le faire.
Et après, quand on se rend compte qu'au bout de 3 mois, faut payer toutes ces factures, parce qu'en plus, on a un business saisonnier qui va de mars à juillet. De mars à juillet, on sait si notre saison elle a été bénéfique ou pas. Et donc l'hiver, il faut tenir. Faut tenir l'hiver, c'est très compliqué. Et donc on arrive 2017, on se dit ça va le faire. 2018, on arrive, on est en première année où on est en récession. On fait 20% de chiffre d'affaires en moins. On se rend compte que on est fatigué, on est très très fatigué parce que pendant 3 jours par semaine on fait de l'emballage, de l'étiquetage, on pèse les produits. Alors entre temps on avait pris un local, donc changement après le garage, on prend un local. Ce local, il y a un loyer, on prend des stagiaires parce qu'on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un pour nous aider. Et du coup, même un jour, j'ai dû me séparer d'un stagiaire parce que j'ai pas pu le payer en 2018. Ça a été mon plus grand regret parce qu'il travaillait super bien. Et en fait, on se rend compte qu'au final, on tient plus du tout et on a bientôt plus les moyens de payer quoi que ce soit. Et donc, on se dit en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi d'un coup en 2018, on se retrouve avec un business qui faisait que grossir d'année en année et qui d'un coup se perd, quoi. Et je me rends compte d'un truc, c'est que on perd 3 jours par semaine à faire des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée pour la société, c'est-à-dire emballer, étiqueter, peser, comme je disais, aller chercher des cartons, louer un camion et déposer tous les colis aux différents transporteurs avec qui on travaille. Et je me dis, ces 3 jours, il faut absolument qu'on arrive à les récupérer. Et donc, pour revenir aussi encore une fois à la relation qu'on a avec les fournisseurs, je dis, aujourd'hui, il faut qu'on change complètement notre méthode de travail. On peut plus être un site e-commerce classique où on récupère la marchandise, on fait des jolis cartons et on les envoie. J'avais acheté une machine pour cercler les cartons. Je faisais du flocage. C'est-à-dire le flocage, c'est de la personnalisation de toile où on écrit le nom du restaurant. J'avais acheté les machines. On avait une table qui faisait 5 mètres de long et je le faisais à la main. Et pendant que je le faisais, j'avais les clients au téléphone. On avait des casques. Je faisais au téléphone. Pendant que je vendais au téléphone des toiles, pendant qu'on conduisait dans le camion, ma femme était au local, elle réceptionnait. Enfin, c'était... pour moi, ça me paraît c'est loin, mais on était 2, on faisait le travail de 5 personnes, quoi. Tu dormais bien le soir du coup? Je dormais pas. Tu dormais pas en plus. Okay. Ouais, mais la tête qui s'arrête plus. Je dormais pas, j'avais arrêté de fumer en plus. Donc, La seule chose qui m'a tenu, c'est le sport. Voilà. On n'a jamais lâché le sport. La course, moi je fais de la salle à muscu. Alors je prends pas en gonflette, mais c'est juste pousser de la fonte, transpirer, de penser à autre chose. Ouais. C'est hyper important d'essayer d'avoir un corps sain dans des conditions comme ça, parce que votre corps en fait on n'y pense pas, mais on lui afflige énormément d'efforts physiques et mental. Tu parlais d'énergie, tu as parlé beaucoup d'énergie depuis le début. Si tu fais pas du sport, ton corps il a plus. Alors le sport, la nourriture, le sommeil, tout ce qui va avec, t'as plus l'énergie. Je fais un podcast sur le sujet. J'ai pas les numéros de l'épisode en tête, mais j'ai fait un podcast sur le sujet et en fait il y a 3 ressources pour moi, c'est le temps, l'argent et l'énergie. Et pour moi l'énergie va avant l'argent parce que tu peux avoir l'argent, mais si t'as pas l'énergie, tu feras pas une bonne utilisation de ton argent, quoi. Exactement. Et le temps, comme tu dis, parce que le temps, à un moment donné, il faut que tu regardes dans ta boîte qu'est-ce qui te prend le plus de temps, qu'est-ce qui est vraiment efficace, qu'est-ce qui vraiment va apporter de la valeur ajoutée dans ta boîte. Et souvent, et très très souvent, même aujourd'hui, je me rends compte par rapport aux années, j'ai passé un temps fou à faire des trucs totalement inutiles. Totalement, mais ça me rassurait en fait. Au début, quand on se lance, on a besoin aussi beaucoup d'être rassuré. Il n'y a personne qui vous entoure, il n'y a personne qui vous aide. Les banques vous ferment la porte au nez parce que vous n'avez pas 3 bilans dans le positif avec du bénéfice. Donc, vous êtes voué à vous-même et vous êtes seul. Et c'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais on est seul. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On allait chercher des meetings, on allait chercher des réunions, on allait chercher des trucs en dehors de tout ça pour pouvoir en parler. Parce qu'en plus, on a besoin de parler et d'évacuer. Mais quand on arrive le week-end, qu'on est crevé, qu'on a un ami qui nous dit allez viens, allez on y va, et qu'en fait on fait que parler de notre business, on rend fou tout le monde parce qu'on parle que de notre business parce qu'on a besoin à un moment donné de lâcher. On a accumulé tous les jours, on parle à nos clients, c'est tout. Et encore avec ma femme, heureusement qu'on a un dialogue, qu'on parle énormément depuis le début. Et ça, c'est ce qui nous a sauvés parce que là, ça fait notre 7e année. Faut savoir qu'on vit ensemble, on bosse ensemble, on fait tout. C'est pas toujours évident. Et alors, pour un petit conseil, ceux qui veulent se lancer en couple, n'oubliez pas quand on se lance en couple,
Si vous êtes que deux, il n'y en a pas un qui part en vacances 15 jours et l'autre qui reste au bureau. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc, sauf si vous vous entendez pas bien, mais c'est plus du couple. Mais ça, on n'y avait pas pensé. Donc impossible de partir en vacances pendant 15 jours les 4 premières années. Impossible, même une semaine. Ah oui, sinon c'est 15 jours off d'entreprise, quoi. Et oublie, voilà, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est parti au bout de 3 ans et demi, une semaine. Et moi, par contre, je continue à travailler. Ma femme, je lui dis, tu coupes tout, parce qu'elle a fait un burn-out au bout de 3 ans. Et ça a été très, très, très difficile à ce moment-là. Donc voilà, on arrive à la période 2018. Et donc là, il nous reste très sincèrement, au moment où je me rends compte, c'est pour ça que je dis au niveau comptable, faut tout suivre, tous les chiffres, les données, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, tout ce qu'on anticipe. Je me rends compte trop tard, au mois d'octobre, qu'il nous reste 1 mois de trésor. Et on arrive, et on est en hiver. Donc c'est-à-dire que l'hiver, c'est pas là où je rentre de l'argent, c'est là où j'en perds, quoi, quasiment. Et je me dis, comment on fait? On est à bout de souffle. On a un business qui attend juste le mois de mars de l'année prochaine. Mais comment on fait pour aller jusqu'au mois de mars de l'année prochaine? Il faut tenir et personne ne va nous aider. Parce que là, tu as 1 mois et tu as 5-6 mois à tenir, c'est ça? 5 mois? Ouais, j'ai 5 mois à tenir. Je ne sais pas comment je vais faire. Par contre, les charges à payer, il faut les payer. Comment on fait, quoi? Et ben là, on remet tout l'Excel à jour. Et on enlève tout ce qui n'est pas nécessaire et on se dit ok, qu'est-ce qu'on a fait sur ces dernières années qui aujourd'hui on doit changer notre business parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc moi j'ai dit je veux plus emballer, je veux plus faire tout ça. C'est pas ma passion, c'est pas pour ça que j'ai fait ça. Les fameux 3 jours d'emballage et d'expédition dont tu parlais. Okay. Exactement. Et du coup je dis ça c'est les fournisseurs qui vont le faire. Je veux plus le faire, on va l'envoyer, on va aller voir tous nos fournisseurs, on va leur dire vous emballez comme ça, comme ça, comme ça, et ça part de chez vous. Alors, au début, ils voulaient pas parce que déjà, nous, dans le business de la toile, plier les toiles chez eux, mais il fallait absolument pas le faire. Et nous, on l'a fait, on l'a testé, les clients étaient super contents, donc on a dit ok. C'était une idée reçue un peu, on va dire. Okay. Et puis on l'a envoyé avec Chronopost, donc ça part aujourd'hui, le lendemain ils l'ont, donc ça n'a pas le temps vraiment d'être froissé comme il faut. Et puis après c'est du tissu. Une fois que c'est sur le store, ça se retendait. Donc on a dit, on oublie tout ça. Ils étaient pas chauds, hein, vraiment pas chauds. Mais par contre, en 6 mois, alors vraiment ça a mis 1 an pour qu'on arrive à le mettre en place. Mais on leur a dit, c'est maintenant comme ça où on arrête de travailler ensemble. Donc tu avais déjà plus de poids quand même que j'avais déjà plus de poids dès le départ. Et donc c'est beaucoup plus facile. Et le fait d'avoir donné du volume à un de mes plus gros fournisseurs, il se dit, putain, s'il m'arrête de m'acheter, c'est plus possible. Je suis obligé de le faire, quoi. Donc on fait comme ça et on commence à le mettre en place. Est-ce qu'ils te prennent des frais à ce moment-là? Comment ça se passe Alors à ce moment-là, je me dis, soit je dis que je les paye, et par contre je me mets en position de faiblesse, soit je leur dis vous le faites et vous n'avez pas le choix et je me mets en position de force. Et j'ai dit je tente le tout pour le tout, de toute façon au pire ils me diront de payer, mais je veux pas payer. Donc je leur dis on fait comme ça et ça sera pas autrement, maintenant on va changer notre méthode de travail. Par contre ce que je vous dis, c'est que si vous faites ça, je vais augmenter drastiquement mon volume de vente. Parce que les 3 jours que je vais passer à vendre, c'est celle que je viens compenser. Et encore une fois, ils me font confiance parce qu'ils m'ont fait confiance au début, ils ne me croyaient pas, ils me font confiance une deuxième fois. Et donc on arrive en 2019 et toute l'année 2019, on le fait sur ce modèle-là. On double notre volume de chiffre d'affaires, on devient rentable pour la première fois. Et notre fournisseur applique cette méthode à tous ses clients. Donc au final, il se dit on va quand même un petit peu les écouter parce que jusqu'à présent tout ce qu'ils nous ont dit ça a fonctionné. Alors on a testé des trucs qui n'ont pas du tout fonctionné, ça a fait des bides totales, ça les a complètement perturbés dans leur organisation et ils nous ont dit stop, on arrête. Et on a dit ok, pas de problème, on comprend. Mais on leur a dit si on arrive encore une fois à trouver des solutions, c'est là où on sera plus fort. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'avoir une bonne relation avec ses fournisseurs, c'est que si vous les avez pas, vous pouvez pas faire ça. Si j'avais pas une bonne relation avec mon fournisseur, cette complicité, d'essayer de trouver des solutions, de comment on peut améliorer le process, mais autant pour eux que pour nous, comment vous pouvez gagner du temps et comment on peut gagner du temps, on gagnera de l'argent. En fait, c'est comme ça, petit à petit, on a mis en place des réunions 1 fois au début de l'année, avant la saison, et 1 fois à la fin de la saison.
pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer sans arrêt. Et on fait que ça en fait. Que ça. C'est super intéressant en fait ce que tu viens de nous dire parce que tu as identifié un problème dans ta boîte qui était que tu passais 3 jours à faire de l'empalage, de l'expédition. Tu l'as peut-être identifié un peu tard parce qu'on était vraiment limite en termes de trésor et il te restait 5 mois à faire avec ta trésor et t'en avais qu'un. Mais par contre, du coup, je trouve ça génial comment tu as gérer le truc parce que tu es allé voir tes fournisseurs et en effet finalement et la première c'est pour ça que je t'ai posé cette question, c'est finalement on va leur demander un travail supplémentaire donc forcément il va y avoir rémunération derrière. C'est la première réflexion je pense que tout le monde aurait, comme moi c'est celle que j'ai eue parce que le temps que toi tu passais à le faire, bah c'est eux qui allaient le faire donc fallait sans doute les rémunérer, tu vois. Et finalement, t'es arrivé en te disant non, je veux pas les payer. Déjà, et tu leur as dit, bah sinon on travaille plus ensemble, mais c'était complètement vrai parce qu'a priori la boîte elle allait pas pouvoir durer indéfiniment. Donc c'était même pas une question de je vous mets la pression. Ils ne le savaient pas. Je leur ai pas dit. Non, tu leur as pas dit. Tu t'es mis en position de force, mais la réalité c'était qu'en effet, de toute façon, ça allait pas durer comme ça indéfiniment. Et du coup, tu leur as dit, bah on fonctionne comme ça. Par contre, tu leur as justifié pourquoi ça allait être intéressant pour eux. Tu leur as fait entre guillemets une promesse, mais tu l'as justifié. Tu as dit, ok, vous aurez plus de volume parce que nous, ce travail qu'on vous demande de faire, on le fait nous-mêmes. Et du coup, ça nous permet pas d'augmenter nos ventes, ça nous fait perdre du temps. Et ce qui est intelligent dans ça, c'est que c'est complètement un deal win-win où tout le monde va y gagner parce que c'est beaucoup plus leur métier à eux finalement, parce que de toute façon, ils te les envoyaient déjà en fait les produits. Plutôt que de les envoyer à toi, ils les envoient maintenant aux clients. Donc c'est beaucoup plus leur métier que toi de le faire. Je gagnais du temps en plus. Moi, je gagnais du temps. En fait, et toi, tu fais plus ton métier en fait sur les 3 jours. C'était pas ton métier de le faire. Tu fais plus ton métier à utiliser ces 3 jours à développer ton site, à développer tes ventes, etc. Et au final, tout le monde y gagne parce que au lieu d'avoir 2 expéditions, il y en a plus qu'une. C'est ça. Et puis il y a une rapidité. Tout le monde y gagne. Ouais. C'est ça. Et comme je dis encore une fois, quand on y est allé, ils nous ont dit on avait une seule livraison par semaine pour simplifier la logistique. Ils envoyaient toutes les commandes une seule fois par semaine. Donc, ce qui veut dire que c'est un client qui peut attendre une semaine minimum avant d'avoir un minimum plus l'expédition. Plus l'expédition, ouais. Donc la fabrication. Parce qu'il faut qu'on fabrique, on fait que du sur-mesure. D'accord. Et donc, dans le souci aussi de se dire comment on peut améliorer le temps pour nos clients, parce que le temps, c'est hyper important. On est dans un monde, moi j'appelle ça le syndrome Amazon, c'est tout de suite, quoi, c'est horrible. Et nous, les gens qui comprennent pas qu'on fabrique sur mesure, c'est-à-dire on fait tout sur mesure, on n'a pas de stock de fixe, c'est faut assembler à tes dimensions, avec tes options, etc. Donc comment on fait, comment à chaque fois pour gagner du temps, et c'est aussi l'argument qui a fait basculer, parce qu'en fait, quand fin 2018 où on met ça en place, on y avait déjà réfléchi, je schématise, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça. 2018 où moi j'ai plus de trésor, il faut que j'aille voir les banques pour tenir. Et là, il faut que je fasse des prêts parce que j'ai pas le choix, sinon ma boîte elle est foutue. Et je leur explique ce que je veux mettre en place. Et donc, et parallèlement, ce qui était bizarre, c'est qu'on augmentait notre trafic sur Internet. Notre trafic continuait à évoluer et on s'est dit, mais c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Et on répondait plus au téléphone, on n'avait plus le temps, c'était n'importe quoi. Il y avait trop de demandes, donc c'était Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je réussis à avoir un premier prêt. Je me rends compte que ce premier prêt ne me permet pas de tenir jusqu'au mois de mars. Je vais revoir le banquier. Okay. Et je lui dis, il me faut refaire un deuxième prêt parce qu'on ne tiendra pas. Et en fait, c'est dans la difficulté qu'on apprend finalement. Il n'y a que ça. Et je me rends compte vraiment que c'est encore plus vrai quand j'en parle et quand je me remémore les choses. Mais quand en fait, on est face au mur et on se dit, on n'a plus le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Soit je pleure, je me mets... Je me lamente, ouais, je me lamente, soit je trouve des solutions. Déjà que c'était dur, mais en fait, notre cerveau, je sais pas, il doit avoir un truc qui déclenche, qui fait que des fois, c'est un peu plus limpide, lucide dans notre tête. Et je me dis, en plus, si j'emballe plus, ça part direct chez le fournisseur. Si ça part direct chez le fournisseur, je paye plus la livraison qui vient jusqu'à chez moi, plus celle qui vient chez le fournisseur, comme tu disais. Mais je gagne déjà presque une semaine. Mon client, quand la toile elle est finie de fabriquer, il le reçoit le lendemain. Et en plus de ça, mon fournisseur est hyper content parce que il ne stocke plus la marchandise pendant une semaine parce que c'est du volume. Ils aiment pas ça. Donc, en fait, j'avais des arguments en plus à lui donner. Donc, il pouvait pas dire non, en fait. C'était pas possible. Il pouvait pas. Et donc, j'ai dit, si ça marche pour lui, ça marchera pour tous les autres derrière. Donc, là, avec celui avec lequel je m'entendais le mieux, c'était ma phase de test. Et dès que ça a fonctionné, on a basculé sur ce système-là avec tous les autres fournisseurs. Absolument tous. Donc, il y en a beaucoup qui voulaient pas.
ceux qui voulaient pas, on a arrêté de travailler avec eux. Et tous les autres, on s'est mis à faire ça. Et ça nous a permis donc de tenir jusqu'à mars 2019 et faire notre saison comme jamais, où on était vraiment, voilà, comme je dis, la première année où on a été rentable, quoi. Et on n'était que deux toujours. Ok. Alors là, quand on a préparé rapidement l'interview, que je voulais voir un petit peu de quoi on allait parler. Tu m'as dit que dans les problématiques que tu avais, il y avait la gestion de la trésorerie, donc on l'a vu a priori là avec ce que tu me disais, que tu t'es retrouvé avec un mois de trésor alors qu'il t'en fallait 5. Le business model, tu m'as dit que c'était aussi, tu avais trouvé le bon business model. Est-ce que l'expédition, ce système d'expédition, ça fait partie des choses que qui ont modifié ton business model? Il y a d'autres choses que tu as modifiées dans ton business model qui ont amélioré les choses? Alors, le fait déjà de gagner 3 jours, ça me permet de faire 3 jours de référencement. Ok. Donc ça, c'était hyper important, de reprendre en main mes campagnes AdWords que j'avais déléguées. Et donc du coup, tout ça, en fait, je me remets à mettre les chiffres, à pouvoir tenir un tableau de bord bien à jour, sans justement, en fait, tout le pilotage derrière, tout le pilotage. Ouais, t'es plus dans le pilotage que dans l'opérationnel, quoi. Voilà, je suis dans le pilotage. Ça me permet de mettre en place justement la partie opérationnelle. Ça me permet de voir où est-ce qu'il y a eu des erreurs. Et là, par contre, c'est important que tu dises ça. C'est pas que ça qui a fait qu'on a vraiment explosé derrière sur l'année 2020 et même 2019. C'est qu'en fait, je me suis dit, c'est quand même fou aujourd'hui. J'ai quand même des bons produits, bons fournisseurs, j'ai des bons tarifs, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un bon positionnement, mais il manque quelque chose. Je comprends pas qu'est-ce qui manque pour passer ce cap-là. Moi, mon objectif, c'était 1 million d'euros. Je voulais y arriver. Je voulais arriver à 1 million d'euros sans faire de levée de fonds ou des trucs comme ça qui me concernaient pas. Et je me suis dit, comment on va y arriver? Et en fait, je me rends compte que on a attaqué un marché de niche, mais qu'on l'a pas exploité derrière. C'est-à-dire qu'en fait, la niche, c'est ce qui m'a permis de construire mon business, me dire, OK, bon, il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire, mais est-ce que cette niche, est-ce que mon marché est suffisamment important? Et c'est là où je dis que j'ai fait beaucoup d'erreurs et que j'ai perdu beaucoup de temps, parce que ne serait-ce que, et je crois que tu le dis à un moment dans ta formation, si je m'étais posé la question de lister tous les mots-clés les plus importants pour moi et de me dire, en face, un truc tout con, mais c'est quoi le volume de recherche sur ces mots-clés-là? Et là, j'ai fait quoi? Je regarde toile de store et je vois volume 1500. Et là, je dis, c'est pas possible. J'ai dit, et je tape store ban et je vois 30 000. J'ai dit, mais pourquoi je vends pas des stores? C'est des stores, faut que je vende, c'est pas de la toile. Et je tape moustiquaire, je vois 90 000. Et là, je commence à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps à essayer de vendre un produit qui, en fait, oui, en fait, il y a du marché, il y a quelque chose. Alors, mon marché grandit, hein. Les 1500, c'était quand, il y a quelques années en arrière. Mais c'était tout petit. C'était tout petit. Et je me suis dit, en fait, je me acharnais à vouloir faire encore plus. Mais à un moment donné, ton marché, stop, quoi. T'as des concurrents, t'as toi, et puis, tu peux pas l'inventer. Donc, il faut aller chercher un autre marché, de gratter, toujours dans ton milieu, dans ton secteur. Hein. C'est hyper important de rester dans ton univers. Hein. J'allais pas vendre des chaussettes. Et par contre, du coup, OK, j'ai dit, il y a le store. La toile de store, on peut confectionner des brises-vues. Avec ces brises-vues, avec ces mêmes toiles, je peux faire des toiles de pergola. Je peux faire des toiles de parasol. Et après, je peux vendre des structures parce qu'aujourd'hui, je maîtrise la livraison. Je sais de quoi je parle. J'ai des transporteurs qui sont capables de le faire. Parce que expédier un store qui fait 2 000 €, faut les avoir accrochés pour se dire, j'espère qu'il va arriver jusqu'au bout à mon client quand on est tout petit. Donc, il fallait pas que j'aille sur ce domaine-là parce que j'étais pas prêt, en fait. Mais mon marché de niche m'a permis de me construire, de faire mes armes, d'apprendre et de me dire, je peux aller maintenant chercher des produits avec des valeurs ajoutées beaucoup plus importantes et des prix plus importants parce que déjà, je suis crédible. J'ai dominé un marché et ça, c'est hyper important parce qu'on oublie de le préciser. Avant de devenir le gros Amazon, Amazon, il faisait que des livres. Ouais. Il vendait que des livres. On en revient à ce qu'on disait au début, hein, de se concentrer sur une chose et une fois qu'on la maîtrise, d'utiliser cette chose-là pour développer d'autres choses. Et c'est ce que tu as fait en allant chercher d'autres produits après avoir maîtrisé la toile de store, quoi. Voilà. Et ben moi j'ai fait pareil. Je me suis dit bon ben voilà, on va attaquer bien comme il faut les toiles. Et quand je pense que mon marché a atteint un pic et que je peux pas aller au-delà sur la toile, j'irai chercher d'autres produits. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai grossi avec du store, de la pergola, du brise-vue. En fait tout ce qui, je me suis dit
une fois qu'en fait j'ai le client, on a un problème nous, c'est qu'on n'a pas de repeat. Je sais pas des clients qui viennent m'acheter toutes les semaines. Non. Bien sûr. J'ai très peu de clients qui reviennent et ça peut tuer aussi un business si derrière on n'apporte pas des produits complémentaires. Donc je me suis dit, une fois que j'ai un client qui a une maison, s'il est propriétaire de sa maison, il a peut-être un jardin ou un balcon, je peux lui vendre un brise-vue, je peux lui vendre un store, je peux lui vendre tout ce qui tourne autour de la maison parce que j'ai ce client et que son expérience s'est bien passée. Et j'ai oublié d'en parler, mais c'est quand même ce qui a fait notre force, c'est que l'expérience utilisateur, elle était ultra importante chez nous. Elle était au-dessus de tout. C'est-à-dire quand ma femme avait les clients au téléphone, elle passait un temps fou avec les clients, elle prenait le temps, elle passait des appels et des appels, mais c'est des centaines et des centaines d'appels par jour à elle toute seule. Et pourquoi ? Parce qu'on voulait que les gens qui achètent chez nous se disent mais waouh, c'est une super expérience ça. Je sais pas si certains ont lu le livre de Zapatos, je crois si je dis pas de bêtises, où il y a vraiment cette culture de l'expérience client qui est hyper importante. Et je l'avais lu et je me suis dit mais c'est vrai en fait. Nous, on n'apporte rien de plus. On vend pareil, les mêmes produits que nos concurrents. Par contre, quand tu achètes chez nous, déjà d'un, tu es sûr d'être livré, ce qui n'est pas le cas de certains de sites, j'en citerai pas. Mais tu te dois, tes clients, ils te font confiance, tu les as pas au téléphone, et ils vont te lâcher 250 € en moyenne, c'est mon panier moyen. Je peux pas dire, le mec, je le laisse sur mon site, il n'a pas de nouvelles, il sait rien, et puis d'un coup, il reçoit son truc. Alors si, c'est super, l'expérience est top, hop, j'achète, je suis livré. Mais par contre, ton expérience est encore plus belle quand tu achètes, on t'appelle pour te dire que on va te remercier, on te remercie de t'avoir fait l'achat, que on s'occupe de toi, que ça va se passer comme ça, ici, c'est pas juste un simple email. On t'appelle, c'est physique, c'est un appel physique, et les gens sont là, mais pourquoi vous m'appelez ? Parce que vous avez acheté, mais c'est génial, mais je suis surpris parce que ça fait déjà 2 heures que je suis là et que je me dis putain, est-ce que j'ai bien fait d'avoir mis 400 € dans mon appel ? Et puis là, vous m'appelez, mais il me dit, mais je suis le plus heureux et je suis soulagé. Ouais. Et en fait, on a fait que ça, en fait. Et on s'est dit. Il y a vraiment. Je te coupe parce qu'il y a vraiment des super enseignements dans ce que tu partages et je voudrais les relever. T'as parlé des mots-clés. Ouais. Sur le fait que d'étudier ces mots-clés, en fait, souvent les gens font l'erreur de se dire ok, moi je vends ça, c'est quoi les mots-clés pour vendre ça ? Mais le truc, c'est que quand on étudie ces mots-clés et qu'on s'ouvre un petit peu plus sur les mots-clés, on va faire, j'ai envie de dire, presque une mini-étude de marché, en fait, où on va se rendre compte que, nos clients qui achètent notre produit actuellement, ils achètent aussi ça, ils achètent aussi ça, ils achètent aussi ça. Et du coup, et c'est ce que tu as fait, on peut ouvrir beaucoup plus son catalogue de produits, toujours en restant quand même dans ce qu'on sait faire, mais on peut ouvrir son catalogue de produits et se rendre compte que oui, en fait, c'est pas parce qu'on vend ça qu'on est obligé de vendre que ça. Et en fait, c'est la différence entre partir de ce qu'on sait faire pour aller vers le client et plutôt que de partir du client pour lui trouver une solution, et il y a beaucoup plus de solutions qu'on peut lui offrir que ce qu'on sait faire au départ, en fait. Et ça, c'est vraiment un super enseignement. Ce que tu as partagé aussi, c'est sur la fidélisation, le fait de finalement ne vendre qu'un seul produit et de rien avoir à proposer derrière. On achète une toile de store, on espère qu'on n'aura pas besoin d'en racheter une la semaine prochaine, sinon, et puis il y a de peu de chances qu'on rachète chez toi si c'est au bout d'une semaine. Et du coup, en fait, il faut se rendre compte que le premier achat, c'est le plus difficile. Alors, on le sait, hein, on le répète en permanence, mais c'est vraiment le plus difficile parce que il y a tellement de freins. Est-ce que c'est pas un arnaqueur ? Est-ce que je vais recevoir mon produit ? Est-ce que je vais recevoir mon produit dans les temps ? Est-ce que le produit va être bon ? Est-ce que je vais réussir à le monter ? Etc., etc., etc. Tous ces problèmes-là, une fois qu'ils sont résolus, ils ne peuvent être résolus que par l'achat, en fait, par la personne qui prend ce risque au départ. Mais une fois qu'elle a pris ce risque une première fois, il n'existe plus le risque parce qu'on lui a prouvé que c'était bon. Et là où tu vas encore plus loin, et ce qui est génial, c'est que tu vas même encore plus loin que les attentes du client, et ça, c'est vraiment génial. Et je conseille à tout le monde de le faire, parce qu'en effet, en face de nous, on a des sites comme Amazon. Alors, Amazon, je sais pas s'ils vendent des produits que tu proposes, mais on a des sites comme Amazon qui ont déjà une très bonne expérience client, qui sont déjà très bons là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à lire tous les bouquins qui parlent d'Amazon si vous voulez améliorer votre expérience client. Ils sont vraiment focus dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus et aller plus loin ? Et typiquement, appeler les clients, c'est quelque chose qu'Amazon, ça va être compliqué pour eux de faire. Il y a trop. Voilà. Il y a trop. Déjà, nous,
C'est 1500 appels par semaine. Hein. Ouais. En ce moment, mais on se dit c'est comment on fait, mais en fait voilà, après on a des techniques, c'est sûr qu'on passe beaucoup moins de temps aujourd'hui avec nos clients qu'au tout début, parce qu'on n'a pas le même nombre de clients. Et puis il y a aussi le prix du produit que tu vends, parce que après tu vends un produit à 15 €, c'est compliqué d'appeler le client pour le remercier. C'est ça, c'est sûr, c'est complètement ça. Après je fais pas du tout de newsletter. En fait, j'aime pas les newsletters parce que ça me saoule déjà moi. Okay. Mais c'est vrai qu'après, on n'a jamais fait ça. Même si aujourd'hui on offre un code promo pour une newsletter qu'on n'envoie jamais. Peut-être qu'un jour je m'y mette, je sais pas, on verra. Mais voilà, il fallait qu'on trouve des solutions sur comment améliorer justement cette expérience utilisateur. On appelle des clients au bout de 3-4 mois pour savoir comment ça s'est passé. La pause. On appelle des clients au bout de 6 mois pour savoir le produit, comment il a duré dans le temps, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que les fournisseurs avec qui on travaille sont toujours aussi efficaces, est-ce que je pense que je touche ma tête et j'ai la fierté de dire que ça fait 7 ans et que j'ai eu 0 passage en garantie de produit, 0. Excellent. 7 ans. Je pense qu'on n'est pas nombreux à pouvoir le dire, mais voilà. Et après, il y a aussi une autre truc, c'est que, et ça je l'ai appris avec Amazon parce que j'ai trouvé ça aussi extraordinaire, quand il y a un problème avec un client, qu'on n'arrive pas à trouver une solution, soit on refait la marchandise à nos frais, soit on rembourse, on cherche pas. Ouais. On peut pas se prendre la tête. Au début, on se prenait la tête parce que oui, forcément, on se dit putain, on va perdre une vente. Mais l'énergie qu'on met dedans à essayer de faire en sorte que le client de le raisonner. Non, les clients, de toute façon, il a toujours raison. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai, il faut que les gens le comprennent. Un client, il a toujours raison. Déjà, il vous a fait confiance pour acheter. S'il est déçu, il a raison. Il a raison d'être déçu parce que on a loupé quelque chose. Il y a une information qui n'a pas été passée. Il y a un truc qu'on a mal fait. Pour moi, c'est ça. Il y a une faute quelque part. Et il faut qu'on trouve une solution. Pourquoi ? Et on essaie de se dire, ok, ces fautes, ça fait plusieurs fois qu'on les a. Comment on peut l'améliorer ? Et ça, c'est important parce qu'il y en a, ils le font pas, ils continuent à avoir les problèmes toujours. C'est pour cette raison que tu vois, par exemple, moi, on a pris la décision sur les modules qu'on vend et les formations qu'on vend. Elles sont toutes garanties 60 jours satisfaits remboursés, mais 0 condition. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux utiliser tout le module, etc. Et tu me dis non, finalement, je me suis trompé, hop, voilà, ou la couleur du bouton elle me plaît pas, et tu demandes le remboursement. Et finalement, c'est exactement pour ce que tu dis. C'est exactement pour ce que tu dis, c'est que moi, c'est pour 3 raisons qu'on fait ça. Et les deux premières, c'est pour ce que tu as dit. C'est que l'énergie pour convaincre le client de lui dire mais non, mais finalement, gardez-le, etc. Ça prend beaucoup trop de temps. Et ça, finalement, le temps que ça va nous prendre et l'énergie que ça va nous prendre, ça va nous coûter plus cher que le prix du produit. Même qu'une formation. Et quand je parle de formation, mes formations à 3 000 €, elles sont garanties. Hein. Si on me demande le remboursement, elle sera remboursée. Il n'y a aucun problème. Deuxièmement, le fait est que je suis convaincu que ça va forcément aider le client à acheter son produit et ça va le fidéliser en fait. Un client qui te dit j'ai acheté le produit, je veux être remboursé, tu le rembourses sans lui poser de questions, tu le fidélises alors finalement tu n'as rien vendu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'au final il se dit en fait la prochaine fois que j'ai besoin d'acheter un truc, j'achèterai chez lui, je prends 0 risque en fait. C'est ça. Et donc tu vois c'est vraiment. Et puis il en parle. C'est bête mais il en parle. Ouais, c'est clair. Voilà, je prends pas de risque. Je sais qu'aujourd'hui, demain, si je dois acheter sur Scylla, je prends pas de risque. Au pire, il me rembourse, terminé. C'est hyper important. Et encore une fois, ça fait partie de l'expérience utilisateur, l'expérience client, qui doit être irréprochable. Irréprochable. Okay. Ça, franchement, c'est un gros travail. Alors j'avais encore d'autres choses à te demander que je trouve super intéressantes dans ton parcours, notamment comment tu fais pour attirer du monde sur ton site, peut-être les premières années, peut-être maintenant, je sais pas si ça a changé. Qu'est-ce que tu as utilisé, est-ce que c'était un problème au départ ? Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors moi j'ai misé la première chose sur les AdWords pour tester tout de suite parce que je pense que c'est un bon outil et alors vous allez me dire j'ai commencé avec 0, mais oui, mais en fait quand j'ai commencé à l'époque Google en 2015 m'offre 50 €. C'est véridique, hein, m'offre 50 € et je dis il le fait encore de temps en temps, ouais. Ouais, ils le font. Ouais. J'ai reçu 70 € là, mais je sais pas pourquoi ils sont plantés, je pense. Ça n'a pas marché. Et sur ces 50 €, j'ai dit ok, je vais faire la meilleure campagne que je puisse faire.
Et ces 50 euros, faut que je les transforme. J'ai pas le choix en fait, parce que de toute façon, j'ai pas d'autres 50 euros à miser au tout début. Donc j'avais fait une petite campagne avec, j'avais vraiment pris le temps de la faire bien comme il faut. Et contre toute attente, j'ai fait des ventes avec ces 50 euros que j'ai réinvesti tout de suite en fait. C'est-à-dire en fait, alors je me rappelle plus, je dirais une bêtise, mais je crois que la première vente sur le site elle est à 250 euros. Donc c'était limite, on sortait le champagne, on était à fond. Et en fait, ces 250 euros, je les réinvestis tout de suite dans la campagne. Et je fais ça, en fait. J'ai fait que ça. Je prends l'argent, je réinvestis. C'est ce que je disais au début, en fait. Tout l'argent qu'on gagnait, on le réinvestissait. On le touchait pas du tout en salaire. On achetait pas. On essayait d'avoir un minimum de dépenses. Donc, les outils qui nous coûtent le moins cher possible. Et derrière, maximiser les conversions. Et c'est vrai que c'était le vrai challenge. Donc on a fait ça beaucoup. Après je savais que le référencement naturel ça a été hyper important, donc ça me prenait énormément de temps, mais ça me le prend encore aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps, c'est quelque chose que je veux pas lâcher, c'est quelque chose que je continue à me former, grâce à toi, avec toute l'expérience derrière. Je continue à acheter des livres, je continue à faire plein de trucs, parce que ça change tout le temps. Et donc ça a été beaucoup ça. Donc AdWords et référencement naturel. Ça a été mes deux piliers de départ en fait, sur lesquels j'ai pu lancer. Et AdWords vraiment parce qu'on a du trafic tout de suite. Il y en a qui misent que sur ça, et c'est vrai que ça permet vraiment de comprendre un peu aussi le business et de voir si derrière il y a du potentiel, plutôt que de vouloir faire du référencement pendant 2 ans et lancer, se dire maintenant j'ai un bon référencement, qu'est-ce que ça donne? Non. Tu crames un peu d'argent au début et tu vois tout de suite si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, il faut que tu changes quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Et tant que tu n'as pas trouvé qu'est-ce qui va pas, tu peux pas. Donc moi, au début, mes campagnes, ça tournait pas trop. Ça vendait, mais pas suffisamment. J'ai commencé à changer. Je commençais à voir un petit peu. Et un truc qui a été assez... il y a beaucoup d'agences qui vont me taper sur les doigts si je dis ça. Mais j'ai mis mes campagnes en automatique en 2019. Ouais. Cartonné. C'est incroyablement efficace. Je sais pas si c'est toujours en 2022, mais c'est incroyablement efficace. Ah oui, mais complètement. Ils ont un peu tué le business des personnes qui gèrent le Google Ads. Mais complètement. Après, j'aime le fait que certaines agences ne s'en cachent pas. Je continue aussi encore à travailler avec une agence parce qu'on essaie d'améliorer certains trucs, parce qu'à un moment donné, la partie automatique, elle est top, mais des fois, quand on veut essayer de passer un palier, il faut essayer d'apporter quelque chose en plus. Mais on continue à travailler avec les campagnes automatiques. Et la première fois, j'ai essayé de tester l'agence et elle a été honnête avec moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec eux. On continue. La 80% de notre business, ça se fait sur l'automatique. C'est des paramétrages. Et derrière, ça fonctionne. Par contre, il faut le suivre, il faut évoluer, il faut essayer de... Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on peut, en se formant, encore une fois, je pense que c'est hyper important. On peut pas déléguer. Et ça, je pense que c'est aussi le problème sur certains. Alors après, ça dépend du business, mais sur du e-commerce, typiquement, il y a des trucs, faut se former, faut pas déléguer, c'est pas possible. On peut pas déléguer des campagnes en se disant ça je sais pas faire, par contre je sais qu'il faut le faire. Je vous donne de l'argent, faites-moi la meilleure campagne du monde. Et ça marche pas, ça. Ça n'a jamais marché. Et les gens continuent à le croire, mais ça marche pas du tout. Je le dis, ça ne marche pas, parce que même des fois, quand on a tout en main pour faire quelque chose de bien, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de la réflexion et de se dire « Ah mais mince, il y a un truc là que c'est pas normal, pourquoi il y a ça ?» Et votre agence, elle peut pas le trouver. Il faut soit bien communiquer, soit au moins lui prouver à l'agence que déjà vous avez fait un gros travail dessus et que eux vont pouvoir vous aider, vous accompagner, mais parce qu'il y aura du donnant en retour. C'est ce que je conseille pour tout, mais en référencement notamment, parce que en fait, te former te permet de le faire par toi-même. Donc il y a évidemment une économie en argent, pas en temps, qui peut être intéressante. Mais surtout, c'est que une fois que tu t'es formé et que tu l'as un peu pratiqué, tu es capable de communiquer avec le prestataire et tu es capable finalement de faire la jonction qui est difficile à faire, c'est entre l'expertise du prestataire et la connaissance que tu as de ton marché, de tes clients, de tes produits, etc. Et finalement, c'est là que ça pose problème, parce que l'expert, il n'y a pas de problème, il sait gérer des campagnes, il sait faire, etc. Et ça a marché pour d'autres clients, il a su le faire, tu vois. Mais le problème, c'est que ça ne marchera que si
c'est ultra en adéquation avec ton marché, tes clients, toi, ta façon de travailler, tes produits. Et ça, il faut être capable de faire la jonction. Et pour faire la jonction, faut un super bon dialogue, faut comprendre ce que fait l'expert, faut que tu sois capable d'expliquer à l'expert ton marché, etc. Et ça passe beaucoup mieux si finalement, entre les deux, tu vois, le pont, c'est la formation que tu veux pouvoir prendre et qui va te permettre de déléguer ça, en fait. C'est ça. Mais ça marche pour tout. Hein. Alors après, il y a certains domaines, tu n'es pas obligé d'être un expert, mais tu es obligé de comprendre. Je parle encore une fois de la comptabilité. Moi, j'en avais pas fait avant de lancer la boîte. J'ai appris sur le tas, je me suis formé, parce que je voulais pas avoir de difficulté quand on arrive avec le comptable et de dire, quand il me parle en chinois, je comprends rien. Et en fait, il essaie de me dire des trucs qui sont importants, et des fois, tu comprends pas. Mais si tu peux pas, en fait, je pense que quand tu es chef d'entreprise, tu veux lancer un business, tu es obligé de passer par tous ces paliers. Tu peux pas fermer la porte à un seul. Faut que tu fermes jamais la porte, mais avant de déléguer, il faut que tu comprennes. Faut que tu sois capable de savoir est-ce que la personne à qui je vais déléguer, c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle fait du bon travail? Est-ce que c'est pas juste le chiffre qu'elle va te donner, c'est aller vraiment dans le détail, vérifier et de voir. Et ça prend du temps. Et tout ça prend du temps. Et c'est ça après, c'est ce que j'aime aussi, c'est de devoir toucher à tout. Alors, tu parlais de difficultés que j'ai rencontrées, je rebondis sur ça, mais c'est déléguer. Je crois que c'est un truc qui est le plus dur à faire quand on a monté un business, c'est de déléguer des parties qu'on n'a pas envie de lâcher, mais qu'on est obligé parce que à un moment donné, on n'a plus vraiment de valeur ajoutée, parce que à chaque vie de la société, ta valeur ajoutée, elle change. Et chaque année, même, ça change tout le temps. Il y a des choses qui changent, des choses que tu faisais qui t'apportaient de l'argent, qui l'année d'après va plus t'en apporter, au contraire. Et il faut que tu sois capable de te remettre en question sans arrêt. C'est un vrai challenge, tout ça. C'est pas... c'est hyper important de comprendre vraiment tous les facettes de ton business pour te dire, voilà, maintenant je dois mettre l'accent sur ça, et puis après sur ça. Ça, je vais le déléguer, mais par contre, je garde toujours un œil dessus. Et donc, déléguer, ça a été très difficile. Nous, on a commencé à embaucher notre première personne en 2020, en janvier 2020. Ouais, c'est ça. 3 mois après, il y a le Covid, donc c'est quand même... C'était un peu... parce que moi, je flippais d'embaucher quelqu'un. Ouais, bien sûr. À quel moment, alors ma plus grande difficulté, à quel moment on sait quand il faut embaucher? Alors ça a été ma question que j'ai ruminé pendant des années. Je posais des questions à tout le monde. Tout le monde me disait, je sais pas, tu le sens, tu le vois. Quel moment? En fait, non, je le sens pas, je le vois pas. À un moment donné, si peut-être tu le sens, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que financièrement je peux le faire? Alors, il y en a, ils vont te dire, ouais, mais si tu le fais pas, tu peux... Non, mais à un moment donné, il faut se dire aussi, je vais embaucher quelqu'un, si au bout de 3 ou 4 mois, ça le fait pas, est-ce que j'ai la trésor pour la tenir et la payer jusqu'à ces 4 mois? Parce que si ça se passe pas bien, comment on fait? Après, les indemnités, tout ça, tout ce qu'il faut payer. Encore plus pour toi dans un business où finalement, t'as une partie de l'année où tu vends beaucoup et toute l'autre partie où tu dois tenir. Donc, la gestion de la trésor est particulièrement compliquée. Elle est compliquée, mais elle est hyper importante. Et ça, je l'ai appris à mes dépens aussi. Voilà, on a embauché. Alors, ça allait parce que du coup, ça s'est bien passé sur la première année. La deuxième année, donc 2021, l'année dernière, donc 2020, pardon, j'en embauche 2 en janvier, en juillet. Et l'année dernière, on a embauché 2 autres personnes en mars, plus un alternant. Donc, on a vachement grossi. Donc là, vous êtes passé de 2 à 5 plus un alternant, à 7 plus un alternant. C'est ça, exactement. Et là, encore un cap dans ta société. Donc 2020, on arrive, quand même avant, je grille des étapes, mais 2020, on embauche. Mars, on a le Covid. 1 semaine de chute libre de vente à partir du 13 mars. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On était tous pareils. Hein. Et on rappelle que mars, c'est le début de ta période de vente. Et moi, c'est le début de ma période de vente. Ok, là, très bon moment alors. Et surtout que je suis en hiver depuis octobre l'année dernière. Donc moi, j'attends que mon second souffle, c'est le mois de mars. Ouais. Et là, on arrive en plein Covid. Et là, je me dis, mais catastrophe. J'ai un embauché, on vient de signer son CDI, elle a fini sa période d'essai. Quand t'es que toi, c'est... pas grave, tu te dis ok, tu peux toujours rebondir, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu commences à faire entrer quelqu'un dans ta boîte, tu n'as plus les mêmes responsabilités. Tu te dois d'apporter des engagements, de trouver des solutions, tu n'es plus voué à toi-même, quoi.
Et donc pendant une semaine, grosse chute des ventes. Donc j'essaye de regarder un petit peu qu'est-ce qui se dit autour de nous. Il y en a plein qui disent faut fermer les sites internet, vous allez vous retrouver avec des commandes que vous n'allez pas pouvoir honorer, faut anticiper, faut machin. Et là je dis bon ok, j'ai pas envie en fait. Je pense que je suis là à ce moment-là hyper présent avec mes fournisseurs. On s'est au téléphone tous les jours pour savoir un petit peu, tester, voir comment ça se passe. Ça continue un petit peu à tourner, donc on se dit on continue, tant qu'on peut on le fait. Et donc du coup fin mars, début avril, tous les gens sont chez eux, une connexion internet et là forcément qu'est-ce qu'on fait? T'es chez toi. Il commence à faire beau, punaise, la terrasse, elle est en plein soleil, j'ai pas de store, j'ai pas de toile, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe? Où j'ai ma toile, ça fait des années qu'il faut que je me dise, faut que je fasse quelque chose, quoi. C'est ça. Et là, feu. Et là, on explose. On fait en un mois, on fait 3 mois de vente, quoi. Sauf qu'on peut pas fabriquer parce qu'à un moment donné, on nous dit stop, les usines sont fermées, donc on fabriquera pas. Donc là, c'est trop tard. T'es lancé. Tu fais quoi? Tu trouves des solutions. Et on a fait quoi? On s'est mis sur Facebook, on a fait des vidéos et on a dit parce qu'en fait on pouvait pas appeler tous nos clients, il y avait trop, on n'était que 2. On était en télétravail, c'était un peu compliqué. On n'avait pas la centrale qui nous permettait de vraiment de prendre tous les appels en même temps. Okay. Et on dit on va jouer sur les vidéos et on commence à faire des vidéos qu'on publie sur Facebook et qu'on fait partager à tous nos clients et on envoie des mails groupés, des fameuses newsletters avec juste une vidéo qui explique les processus, comment ça se passe. Et là on se met en avant, ma femme et moi, et on explique vraiment, mais c'était pas des mensonges, on explique exactement ce qui se passait. Voilà, on a eu beaucoup de ventes, vous continuez à nous faire confiance. On sait que derrière, voilà, il va y avoir des grosses difficultés à passer. Par contre, croyez-nous, les ventes qui sont là, soit seront remboursées, soit seront créées, seront fabriquées si vraiment on voit qu'on peut pas le faire, quoi. Et en fait, les gens commencent à nous faire des retours. Il n'y a pas de problème, on a confiance en vous. De toute façon, c'est génial. Continuez ce que vous faites. Et en fait, mais on a pris une bouffée d'encouragement. Ouais, génial. Fait que, allez, feu, on continue. Et dans notre lancée, on dit ok, on fait un truc, mais toutes les personnes qui sont dans le corps médical ou pompiers ou tous ceux qui, voilà, ou même des transporteurs, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui vont à l'encontre de ce qui se passe, sur justificatif, on vous fait des remises supplémentaires. Et là, ça nous a fait un gros effet boule de neige parce qu'en fait, on a une grosse communauté d'infirmiers, de médecins, de dentistes, de tout, en fait, le corps médical, qui nous envoyaient leurs fiches de paie, les bulletins, les contrats de travail, les cartes pro en justificatif. Et nous, on bombardait en code promo. Et donc, du coup, voilà, parce qu'on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire en plus, quoi. Ouais, c'est génial. C'est génial parce que, encore une fois, c'est finalement ce que tu disais au départ, c'est ta relation avec tes fournisseurs et aussi, surtout, le fait de te concentrer sur tes clients au maximum, de les rassurer, de leur dire que ok, tout va bien. Et pourquoi tout va bien? Pas juste, vous inquiétez pas, on a votre argent et on est content, tu vois. C'est toujours de les rassurer parce que on est sur Internet, on a envoyé notre argent, on n'a pas eu personne en face de nous. Et en plus, ça peut être des sommes importantes. Et du coup, on rassure les gens, quoi. Et en plein Covid. En plein Covid, tu mets de l'argent sur une boîte, tu sais même pas qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, ce qui est génial, là par contre, on fait péter le score des heures de travail. On fait le lundi au dimanche, on s'arrête pas parce qu'on est obligé de diluer. On a les enfants, donc il y a autour de nous, on essaie de prendre du temps pour faire l'école. Mais en plus, ouais. Ouais, mais c'est ça. C'était, faut se remettre dans le contexte. On sortait pas, quoi. Donc du lundi au dimanche, on travaillait. On s'était dit au moins on dilue sur la semaine parce qu'il y avait trop de travail, c'était plus gérable. Et appeler les clients, les rassurer, leur expliquer. Et puis il y a les gens qui commencent au bout d'un certain temps aussi à se poser des questions. Est-ce qu'on vraiment va être livré à un moment donné? Et les fournisseurs, pareil, on le dit à un moment donné au niveau des fournisseurs, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc on dit écoutez, à un moment donné, ce qu'il faut c'est qu'on s'organise pour l'après. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On s'organise avec les fournisseurs et c'est pour ça encore que je dis il faut vraiment avoir une bonne relation. C'est que si tu n'as pas une bonne relation, tu peux pas mettre ça en place et dire ok, tu nous envoies une première ligne de commande, on la rentre informatiquement, on essaie de voir.
ok, on a le stock, tout ça on peut faire, il n'y a pas de souci. Et en fait, tous les jours, on a les fournisseurs au téléphone, tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir ouvrir. Demain, apparemment, on peut rouvrir aussi. On en a 3 qui sont malades, mais voilà, sur les 5 qui restent, on peut faire tant. Et en fait, comme ça, et dans l'année 2020, donc où on fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, dans l'année 2020, on cumule toutes les commandes sur 3-4 mois. On cumule, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fabriquées encore. Et il faut les faire fabriquer après. Donc, c'est pas le tout de prendre l'argent et de se dire, wow, génial, on fait une super année. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Et ben maintenant, il va falloir être sûr que tous nos fournisseurs soient nickel. Et là, en fait, dès que ça a commencé à se décanter, on a mis en place des systèmes qui nous permettaient de pas faire d'erreur. Donc, on a travaillé en plus de ça à côté sur comment on peut gérer la logistique de tout ça, d'envoyer autant de commandes. On peut pas tout bazarder comme ça parce que ils n'auront pas le temps de tout traiter. Comment est-ce qu'on peut automatiser? Donc, par anticipation, on crée des outils qui nous permettent de synchroniser un peu nos logiciels avec nos différents fournisseurs et de diluer progressivement les envois pour que ça soit plus facile à créer, quoi. Et fin 2020, tous nos clients sont livrés, quoi. Tous sans exception. Oui, excellent. Et du coup, tu as gardé cette dynamique sur 2021 en termes de vente et de... Alors, on démarre l'année 2021 en explosion, on fait x2 sur 2021, on se dit, ouf, qu'est-ce que ça va être? Okay. Et puis là, on se rend compte, c'est une autre difficulté, c'est qu'il n'y a plus de stock, en fait. Il n'y a plus de stock parce qu'en fait, dans le monde du store, la toile et dans tous les autres produits, tu prépares tes stocks N-1 et tu vends pour l'année en cours. Donc, vu qu'en 2020, on avait écoulé les stocks de 2019, en 2020, ce qui se passe, c'est que vu que les usines ont fermé, elles n'ont pas créé de stock pour 2021. Donc, en fait, on n'a plus de stock en 2021. Donc, t'es en flux tendu. Ouais, mais c'est même plus en flux tendu, c'est que là, on nous dit, je peux pas te livrer avant 6 mois. Ok. Comment on fait pour Et c'est là où, encore une fois, par contre, à un certain stade, tu peux pas te permettre d'avoir qu'un seul fournisseur. C'est que nous, avant, on avait anticipé parce on avait compris un petit peu le système, que de toute façon, ça allait être compliqué. À un moment donné, on allait avoir un problème de stock parce que c'était plus possible. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le catalogue de fournisseurs. On s'était dit, en 2020, on va récupérer des nouveaux fournisseurs pour pas avoir de problème de stock. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, on a greffé des nouveaux fournisseurs. Et en greffant des nouveaux fournisseurs, on est allé les voir. Donc, sur la fin d'année 2020, ça a été un peu le tour de France, à les rencontrer parce qu'on a on a mis en place une espèce de politique de fournisseurs, voir s'ils travaillent dans la même façon que nous, on veut qu'ils travaillent. Et du coup, ça nous a permis en fait de diluer non pas à un seul fournisseur, mais avec d'autres fournisseurs pour avoir plus de stock en fait. Donc quand un fournisseur l'avait pas, on le faisait à un autre, etc. Parce que ça nous a permis. En fait, en 2020, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit, à un moment donné, il y a toutes ces commandes qui partent dans tous les sens. Ça traverse la France, les transports, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour encore s'améliorer? Et je regarde toujours ce que font les gros. Toujours, je ferai toujours ce que font les gros et ce que font les petits aussi, mais les gros ont toujours des solutions et forcément une longueur d'avance sur nous. Mais j'essaie d'adapter. Et je me dis, putain, si je veux être comme Amazon, comment je fais? Il faudrait que j'ai des stocks un peu partout, des lieux de stockage partout. Sauf que moi, je stocke pas parce que sinon, vu que je fais fabriquer sur mesure. Donc, j'ai dit, en fait, si j'ai des fabricants partout en France, je vais pouvoir réduire la distance. Réduire le coût des transports, réduire mon impact écologique, moins de pollution, moins de risque de casse. Et là, je me suis dit, mais waouh, faut qu'on fasse ça. Donc, en ayant eu cette crédibilité auprès des plus gros fabricants français et européens, je leur explique, je leur pitch un peu ma nouvelle façon de travailler. Je leur dis, aujourd'hui, les clients, je vais les géolocaliser sur le site et je vais leur afficher les produits qui sont fabriqués le plus proche de chez eux. Et en fait, je l'ai fait en fin 2020. Je l'ai démarré en fin 2020, ça. Okay. Ça commençait à super bien marcher. On faisait x2 de janvier à mars. Sauf qu'à arriver à mars, mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, Vincent, j'ai plus de stock. Je peux plus et je sais pas quand est-ce que j'en aurai. Donc, on a été obligé de mettre de côté complètement, alors qu'on avait lancé vraiment de la com et tout dessus. On a dit on peut plus géolocaliser, c'est plus possible parce que si tu es à Lille, je vais être obligé, le seul qui a du stock c'est à Marseille, donc on n'a pas le choix. Et heureusement finalement ça m'a aidé parce que je l'ai servi différemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher le produit le plus proche de chez toi,
je vais prendre le produit là où il y a du stock. Et là, par contre, j'étais le seul à faire l'année dernière. Donc, en fait, on a multiplié notre stock par 5, quoi. Okay. Là où on aurait été catastrophique en 2021. Alors, ça a été dur parce que c'était vraiment tout le monde qui a été impacté, que ce soit sur le PVC, l'aluminium, le fil, tout a été impacté l'année dernière. Oui, parce qu'évidemment, on fait un store sur mesure chez toi, mais s'il y a toutes les matières, sauf l'aluminium pour faire le coffrage enfin, du store, t'auras pas ton store, quoi. Exactement. Et puis Somfy, avec qui on travaille, rupture sur tous les composants. C'était de la folie. Pour un composant électronique, on pouvait plus recevoir de moteur. Plus de moteur, plus rien, quoi. Et moi, je venais de lancer avec Somfy mon partenariat. C'est-à-dire que Somfy, ils ouvrent 3 à 4 comptes pro par an sur Internet et ils en enlèvent le double. Okay. Donc, en fait, si on respecte pas la politique de Somfy, on dégage. Et nous, on réussit à avoir ce partenariat qu'on essayait d'avoir depuis 4 ans. Et on l'a le jour où il n'y a plus de stock. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a la poisse, c'est pas possible. Et bon, finalement, c'est pas grave. On apprend et on se dit, ok, la tendance est en train de changer, le marché est en train de changer, le Covid, c'est une expérience, mais on peut pas s'en servir vraiment comme facteur d'évolution. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais pas fait 1 million, j'aurais fait un peu moins, j'aurais fait pas loin d'1 million, mais je l'aurais peut-être pas fait, ou peut-être que j'aurais fait plus, je sais pas. Mais on peut pas se baser sur vraiment les chiffres de 2020 et 2021 parce que c'est pas un business normal. Tout ce qui s'est passé, les ruptures de stock, les problèmes, tout ça, c'était trop compliqué pour moi d'essayer de fonder un business sur ce qui s'est passé là. Je peux prendre des décisions et tourner un petit peu, mais c'est plutôt la vision à long terme que j'essaie de voir et de me dire qu'est-ce qui va se passer sur les années qui arrivent. Alors par contre, c'est clair que je trouve que 2020, 2021, c'est des années qui sont mortes en termes de stats. On pourra rien en faire. Et c'est valable pour le chiffre d'affaires, c'est valable pour le stock, c'est valable pour le trafic sur ton site internet, etc. Enfin, tu as des trucs incompréhensibles en fait. Ouais. Mais ok. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, ce que tu as fait, c'est que tu as réagi en fait. Tu t'es bougé. Et t'as vraiment fait bouger les choses, t'as secoué l'arbre pour voir ce qui tombait et puis hop on trie et on bouge vite et c'est ce qui t'a permis finalement je pense de là où certains auront vraiment galéré, toi t'as trouvé des solutions pour gérer la situation en fait. En fait il y a un truc qui est tout con, c'est que ça s'est reflété dans les avis clients. Je me suis dit si on gère vraiment cette pandémie, que ça le fait grave, les gens vont être contents, les gens vont le rendre et vont nous faire des bons avis. À l'inverse, si les clients ne réagissent, mais les concurrents ne réagissent pas, ils vont se faire démonter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup ont supprimé leur collecteur d'avis, carrément, tellement ils se faisaient lyncher. Et nous, on explosait les avis 3 mois pour me livrer, mais super content parce que j'étais tenu au courant du début à la fin. Merci à vous. Et puis, je peux même encore aller les voir, les gens sont super contents. Et encore une fois, on met le client en haut de tout. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les clients ne pètent pas un câble, quoi. Ouais. Pour qu'ils soient contents que malgré ce qui se passe, on puisse le livrer et lui trouver des solutions. Mais ça a été pareil. L'année 2020 a été en termes de charge de travail énorme et on s'en est remis encore plus en fin d'année parce que pendant la période où on est censé un petit peu se reposer, on a mis en place tout ce système-là. On est allé voir des fournisseurs de partout, on a appelé nos fabricants pour qu'ils nous filent un coup de main, on essaie de trouver des solutions, leur expliquer, de mettre en place des plans d'action, de tout comment on pouvait. Et puis c'était un travail monstrueux, mais qui nous a aidés énormément, et encore plus aujourd'hui. Et aussi de ramener de plus en plus la confection en France, parce que on travaille beaucoup avec les Européens, mais aussi on travaille avec les Français. On essaye de ramener le business en France, en partie parce qu'on pourra jamais tout ramener en France, c'est pas possible. Mais se dire ok, voilà, avec ce qui s'est passé, il faut quand même aussi donner un petit peu de coup de pouce aux entreprises françaises. Et on a perdu de l'argent en 2020. Et ça, j'insiste parce que dans ce qu'on fait, c'est pas seulement on essaye d'envoyer des paillettes. Nous, on a perdu de l'argent parce que forcément, ce qu'on va acheter en Europe, on le payera moins cher que ce qu'on va acheter en France. Mais on s'est dit, je veux voir, est-ce que les gens sont capables de faire l'effort? Est-ce que moi, je peux faire l'effort? Oui, je vais le faire. Il faut qu'il y ait du non. Donc, je veux faire l'effort d'essayer de ramener une partie du business en France. Je fais des sacrifices. Qu'est-ce que font les clients? Alors, il y en a une partie qui l'ont fait et qui, aujourd'hui, on voit qu'il y a un engouement quand même pour le business français.
Mais le Made in France, je ne sais pas s'il va avoir le même impact qu'il y a encore quelques années. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est bien d'acheter en France, mais ça coûte une blinde. Mais par contre, c'est surtout qu'aujourd'hui, notre pouvoir d'achat, il fait que baisser. Donc on nous demande d'acheter français, mais on nous donne rien pour le faire. Donc oui, forcément. Et je pense que là, il y a une incompréhension quelque part. Il y a un problème. Bon, après, c'est politique. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qui se passe, c'est que on pourrait acheter français. Il n'y a pas de souci. La seule chose qui va changer, c'est le coût en fait de la main d'œuvre aujourd'hui. Moi, je le vois, et comme on disait, les difficultés aujourd'hui dans le management déjà de passer de 0 salarié à 5, ton business il change, c'est plus rien à voir. T'as plus les mêmes. Tu dois aussi allouer du temps à tes employés, à répondre à leurs questions, à tout ce qu'il y a que toi t'avais pas. Donc tu continues à faire évoluer ton business. Ça fait 7 ans maintenant, et ben ça fait 7 ans qu'on n'a pas les mêmes années. Il n'y a rien qui roule tout seul. C'est pas possible. Et on a fait des erreurs encore en 2021 qu'on va essayer de rétablir sur 2022 parce que encore une fois on continue à apprendre. Mais par contre voilà, c'est pénalisant aussi parce que ça coûte cher un employé. Forcément. C'est vrai, hein, ça coûte cher. Donc des fois moi j'aimerais embaucher plus, mais je peux pas. Je peux pas, non pas parce que je gagne pas d'argent, je peux pas parce que j'en gagne pas assez pour embaucher. Et c'est ça qui est fou, c'est que il y a beaucoup de salariés qui se rendent pas compte dans le milieu. Alors sur les grosses boîtes c'est différent, mais dans les petites entreprises comme nous, le sacrifice qu'on doit faire des fois. Ouais, c'est un vrai coût et c'est si t'es pas entrepreneur à payer finalement ton salarié et que t'es le salarié, c'est assez difficile à visualiser en fait. Oui, c'est ça. Le coût d'une personne. Mais par contre, il y a un truc que je dis toujours, et ça, il faut qu'aussi, c'est mon petit cri d'alerte là. un salarié qui n'a pas de travail, ça s'appelle un chômeur, d'accord ? Sauf qu'un entrepreneur qui n'a pas de salarié, c'est un auto-entrepreneur. Et ça, faut pas l'oublier. Et ça, c'est hyper important pour tous les salariés. Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a toujours moyen de se retourner. Par contre, voilà. Un mec qui est tout seul, c'est un auto-entrepreneur. Il travaille pour lui, il s'auto-paye son salaire. Un chômeur, quand il n'a pas de patron, voilà, quand un salarié, il n'a pas de patron, c'est un chômeur. Donc à un moment donné, il faut aussi que les salariés se mettent à la place des patrons en se disant, alors peut-être on n'est pas tous dans le même panier, faut pas. Mais quand je vois qu'il y a beaucoup de salariés qui crient sur le patron, mais on se rend pas compte de l'énergie, du stress, dans l'état lequel on se met. On voit que le patron qui roule dans sa belle voiture, mais c'est. Oui, il y a un sacrifice, il y a un vrai sacrifice Jeff Bezos dans son petit bureau, ou quand il dit qu'il met des tables, des portes à la place des tables, mais c'est normal parce qu'à un moment donné, il faut faire des économies. Mais tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait, toute l'énergie qu'il a donnée, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il n'est pas devenu l'homme le plus riche du monde comme ça. Non, il le doit pas que, il le doit en partie à ses employés, mais par contre, le pourcentage est difficile à définir, mais ça n'existerait pas sans lui en fait. Exactement. Mais par contre, c'est clair, il serait rien sans ses salariés aujourd'hui. Ça, c'est bien clair. sûr. Et là, par contre, aujourd'hui, c'est vrai que Amazon, c'est pas une référence par rapport à ça. Non, mais je parle vraiment des petites entreprises comme la mienne, où aujourd'hui, si moi, des fois, j'aimerais faire plus pour mes employés, je peux pas. En fait. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important que je le précise aussi, parce qu'il y aura peut-être aussi des salariés qui t'écoutent, parce qu'ils se disent est-ce que je me lance pas, mais c'est pas tout beau tout rose la vie d'un entrepreneur, bien au contraire, hein. C'est beaucoup plus dur qu'un salarié. J'étais salarié pendant des années, et aujourd'hui je me dis putain waouh, heureusement que je l'ai fait avec passion et que je l'ai fait avec une énergie débordante, parce que je veux absolument atteindre mes objectifs. Parce que au final, quand tu regardes tout ce qui s'est passé, j'ai perdu aussi, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des gens autour de moi parce que tu les vois plus, tu les côtoies plus, tu passes ton temps avec ton business, le peu de temps que tu as le soir, tu essaies justement de faire des meetings toujours dans le milieu du travail parce que tu as besoin de te reconnecter, d'essayer de te rassurer, d'avoir des gens qui te comprennent, et voilà, et tu es toujours tout seul, et ça revient souvent ça dans les formations, dans les livres, le moment où tu es seul, en fait,
Qu'est-ce que tu fais C'est pour ça d'ailleurs que dans le coaching que tu as rejoint, j'ai réuni les gens toutes les semaines, on a un groupe, etc. Pour parler de référencement, mais pour parler de business en général, et parce qu'on est tout seul en tant qu'entrepreneur. Même si on a des salariés, on est tout seul en fait, parce que les décisions, il y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre tout seul en fait. Et tu peux pas. Il faut être avec d'autres entrepreneurs en fait. C'est ça, exactement. Je voulais finir sur un truc parce que en fait que je voulais aborder, c'est finalement tu lances un business où tu vends des toiles, où tu vends des stores, etc. Mais en face, il y a déjà des concurrents qui sont en place et pas n'importe qui. On a déjà Leroy Merlin, Castorama, on a Mano Mano. Qu'est-ce qui déjà te dit que tu vas trouver une solution pour, avant même de lancer le truc, qu'est-ce qui te fait dire que tu vas y arriver et alors qu'il y a eux en face? Et finalement, qu'est-ce que tu te rends compte qui aujourd'hui fait que ça fait la différence par rapport à eux? Évidemment, on est d'accord que tu ne fais pas leur chiffre d'affaires du tout, mais par contre, voilà, il y a quand même le réflexe, c'est quand même d'aller chez eux, Leroy Merlin, Castorama, Mano Mano, mais il y a quand même des gens qui vont chez toi en fait. C'est quoi le truc qui fait que t'es arrivé à ça? Déjà, moi, Mano Mano, c'est un booster. C'est un booster pourquoi? Parce que Mano Mano, je crois, si je dis pas de bêtises, donc qui s'appelait monéchelle.fr, ça a même pas 10 ans, si je dis pas de bêtises. Ou ça a peut-être 10 ans, même pas. Okay. Je crois que quelle année on est en 2022, je crois que c'est lancement en 2013, je crois, 2012. Enfin, ça a peut-être 10 ans, les maximum 10 ans, d'accord? Ok. Et aujourd'hui, eux, ils sont vraiment venus chatouiller Leroy Merlin, c'est les plus proches, c'est devenu énormissime. On parle de milliards d'euros de chiffre d'affaires, Mano Mano, sur 2020. Je crois qu'il a dépassé le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est un booster, pourquoi? Parce que il y a encore 10 ans, c'était rien. Mano Mano, c'était monéchelle.fr. Ils ont fait des grosses levées de fonds. Ils ont eu beaucoup d'argent qui a été levé, qui leur a permis vraiment d'augmenter leur catalogue produit. Et par contre, voilà, c'est un business qui est quand même un peu différent parce qu'ils font du stock de produits standard, on va dire. Moi, je fais du sur-mesure. Là où je me dis, c'est que du Leroy Merlin et du Mano Mano, le sur-mesure, ils savent pas le faire pour le moment. Ça peut arriver très vite, mais ils savent pas le faire. Donc, j'ai encore ma chance. D'accord? Quand tu dis c'est un booster, c'est en termes de motivation parce que tu les as vus réussir. C'est énorme, c'est énorme. Je les ai vus progresser, je les ai vus au tout début. J'ai vu comment c'était. Moi, mon truc, c'est dans ma tête, les levées de fonds, ça me fait peur. En fait, je le dis ouvertement. J'aurais pu y aller. On m'a fait des propositions, mais ça me fait peur. Et je pense que le jour où je serai prêt, peut-être que parce que je me dis en fait, tant que je continue à augmenter, à grossir, pourquoi je ferai des levées de fonds? C'est juste pour gagner du temps. Mais à un moment donné, eux, ils ont mis peu de temps pour arriver très haut. Et c'est vrai qu'à un moment donné, comme on dit encore une fois, le temps, on peut pas continuer à le tirer. Et à un moment donné, peut-être je me dirais, j'ai plus le temps, il faut qu'on aille continuer à aller chercher parce que je sais qu'on peut aller loin et je sais qu'avec un peu d'argent, ça va aller plus vite. Mais bon, c'est même pas dû que j'y arrive aussi, parce que il y en a beaucoup qui ont de l'argent. Une fois qu'ils ont l'argent, ils savent plus quoi en faire, ou alors ils le dépensent inutilement. Et là, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je pense que pour lever des fonds, comme l'a fait Mano Mano, ils n'ont pas levé des fonds pour créer le business. Ils avaient un business, ça s'appelait monéchelle.fr, ça a cartonné, et après ils ont levé des fonds et ils ont fait Mano Mano, et ça a cartonné encore plus. Mais ils ont montré que ça marchait. Nous on l'a montré que ça marchait aussi, donc je sais pas, j'attends encore un peu, je vais voir. Si déjà dans ma tête tout est bien ficelé, mais c'est aujourd'hui plus quelque chose que j'exclus en tout cas. Donc si je veux atteindre leur niveau, à un moment donné j'aurai besoin de fonds parce que je vais m'épuiser. C'est trop dur à un moment donné. Tu peux pas être une petite équipe et essayer d'aller. On pourrait sur certains niveaux, mais le e-commerce c'est quand même très gros. Le marché est très concurrentiel et puis comme dit Leroy Merlin, c'est très dur. Maintenant, ce qui me fait aussi espérer, c'est qu'il y a des mots-clés sur lesquels j'arrive à être devant Mano Mano ou devant Leroy Merlin. Et ça, en fait, c'est ce qui me fait le plus kiffer. C'est de me dire, je vais vraiment bosser à fond le référencement. Et ce mot-clé-là, c'est ma victoire si je passe devant Mano Mano ou Leroy Merlin. Donc si je peux y arriver, je sais qu'on peut aller encore plus loin et qu'on peut aller plus gros. Là aujourd'hui, on passe un cap où on s'était dit jusqu'à présent, on attaquait des petits mots-clés de niche un petit peu à droite à gauche. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller chercher des mots-clés boosters, des gros mots-clés qui vont être... En fait, c'est l'inverse de quand tu commences. Quand tu commences, tu vas chercher des mots-clés
pardon, qui sont faciles à aller chercher, enfin quand je dis facile, moins concurrentiels, et plus tu grossis, plus tu as atteint tes objectifs, plus tu vas chercher haut. Donc j'ai encore de l'avance, je peux encore, on n'est pas, c'est pas comme si j'étais en première page de Google sur des mots-clés hyper importants et que je faisais pas de vente. Aujourd'hui, j'ai réussi à me positionner en première page de moustiquaire. Moustiquaire, c'est un gros mot-clé, ultra concurrentiel. Je suis assez fier de ça. Je passais de la moustiquaire, je l'ai commencé il y a 2 ans. Je suis en première page de moustiquaire. Aujourd'hui, maintenant, il faut que je l'exploite. Voilà, je suis capable de le faire. On peut y arriver. Maintenant, il faut avoir les bons partenaires derrière et il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. J'ai pas vraiment de différence parce que quelqu'un qui va m'acheter un store de chez Leroy Merlin, c'est de la grande distribution. Au niveau qualitatif, c'est bien, mais c'est pas du moyen haut de gamme. On est d'accord. Moi, mes fabricants avec qui je travaille aussi pour Leroy Merlin. Il y a une gamme spécifique pour la grande distribution. C'est de la gamme qui est faite pour réduire au maximum les coûts, pour avoir un produit qu'on peut aller chercher pour pas cher. Et c'est pas un produit de qualité. Moi, je fais que du moyen haut de gamme. Et ça, c'est la grosse différence que je vois avec Leroy Merlin et moi. Parce que je suis en concurrence avec eux. Bien sûr que je suis en concurrence avec eux. Mais on n'est pas sur la même typologie de produit. C'est pour ça que quand moi, j'appelle mes clients, Leroy Merlin, il le fait pas, quoi. Bien sûr. Donc, on est là. On va lancer vraiment le business de marketplace cette année. Parce qu'aujourd'hui, on le faisait sans le faire. Maintenant, on a le trafic pour le faire. Okay. Parce que lancer une marketplace, quand vous n'avez pas de trafic, ça vaut rien. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de pages vues sur Oscilla. On a de quoi dire, ok, on peut commencer à être intéressant pour certains marchands. Parce que aujourd'hui, le discours des fournisseurs a complètement changé. Aujourd'hui, c'est les fournisseurs qui viennent à moi et c'est plus l'inverse. Et c'est là la grande différence. C'est là où on se dit on a atteint un cap et on a réussi à changer notre marché. C'est que à un moment donné, voilà, je galérais en 2015 à trouver des fournisseurs. Aujourd'hui, je les sélectionne. Ok. Voilà. Ça, c'est la grosse différence. Ok. Donc si on après dans ce que tu l'as dit très rapidement, t'appelles tes clients. L'importance que tu donnes à tes clients, le focus que tu as sur tes clients, c'est clairement une des différences qui va faire que tu vas avoir avec Leroy Merlin. Ce que je trouve très intéressant que tu as dit et que je me bats à dire en permanence, c'est que c'est pas parce qu'on a un Leroy Merlin, qu'on a un Amazon ou qu'on a un Castorama qui est en première page de Google qu'on peut pas aller le chercher. On peut aller le chercher, ça se fera pas en claquant des doigts, ça prendra du temps, mais ils ont des équipes, ils ont du monde qui travaille, etc. Mais on peut être plus malin qu'eux, on peut être plus intelligent, on peut faire les choses mieux qu'eux, parce qu'ils font de la masse, ils font beaucoup de volume. Donc ils vont bénéficier rapidement en fait de leur popularité. Donc rapidement leur page, ils vont créer une page, elle va être vite dans le top 10 en fait. Mais après travailler précisément la page pour se positionner sur le mot-clé, ils vont pas forcément faire le boulot parce qu'ils ont beaucoup de références, beaucoup de pages, etc. à travailler. Et nous, on peut aller se dire, ok, moi, mon cœur de métier, c'est ça. Moi, mon cœur de métier, c'est la toile de store. Moi, mon cœur de métier, c'est la moustiquaire. Je vais aller bosser ce mot-clé comme un dingue et je vais en faire un truc imbattable, en fait. Une fois qu'on a fait ça, alors ça se fait pas encore une fois en claquant des doigts, mais on peut aller les chercher, on peut aller les dépasser. Et ton business, il va tourner avec des mots-clés comme ça parce que c'est des mots-clés ultra importants. Et toi, derrière, tu as une super réponse pour ton client, en fait, à lui proposer derrière. Et le truc qui est important là quand tu dis ce qui est vrai et d'autant plus vrai, alors, la grosse différence qu'on va avoir et qu'il faut qu'on garde quand on est petit comme ça, c'est qu'on a une vraie proximité avec le client. On sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il cherche et on peut lui poser des questions, on peut lui demander. Moi, on continue à leur poser des questions sur comment vous avez trouvé le site, comment est-ce que vous nous avez trouvé déjà, est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été dur, et toutes ces questions qu'aujourd'hui on récupère. On essaie de changer, de les passer en action en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement enlever toutes ces frictions que le client nous dit, qui a fait qu'il a failli pas acheter, ou alors que certains ne vont pas acheter. C'est-à-dire j'ai des clients qui s'enregistrent mais qui n'achètent pas. Je les appelle pour savoir si j'ai le numéro, pourquoi ils n'ont pas acheté. Toute cette proximité qu'un Leroy Merlin ne peut pas faire. On ne peut pas appeler tous ses clients en disant... Alors certes, il peut envoyer des newsletters, des choses comme ça, mais on n'a pas la même relation en fait. Quand on a le client au téléphone, on a cette chance-là d'avoir cette proximité et c'est ce qui fait encore notre force. Et tant qu'on accepte cette proximité, je pense qu'il faut essayer de l'avoir le plus longtemps possible. Peut-être qu'après, quand tu es très gros, c'est plus dur, bien sûr. Mais tant qu'on l'a, on doit
prendre le client et l'essorer de tout pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attendait et pourquoi il n'a pas acheté chez Leroy Merlin, pourquoi il a acheté chez nous. Et ça, c'est important. Ok, excellent. Écoute, Vincent, je suis ravi qu'on ait fait cette interview parce que c'est une véritable mine d'or. Je pense que vous pouvez l'écouter plusieurs fois parce que Vincent a donné vraiment des super conseils. Et moi, j'adhère à vraiment à tout ce que tu as pu dire. Il y a pas mal de choses que moi j'essaye de passer, mais c'est plus facile aussi, je pense. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de partager un parcours dans les commerçants. Moi, j'ai la position de formateur, donc ok, je vais passer de l'information, mais ça va pas forcément passer pareil que quand c'est l'expérience que tu as vécue et que tu partages. Donc c'est vraiment génial. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu aurais un mot pour terminer cet épisode? Alors pour terminer, pour les gens qui vont se lancer, mais même pour ceux qui sont comme moi, qui avaient cet objectif en tête, bon déjà c'est de jamais lâcher le morceau parce qu'il y a toujours moyen d'y arriver, je pense. Nous, c'est ma femme et moi, j'insiste, on était deux à avoir réussi cet objectif à ce moment-là, parce qu'on avait besoin, j'avais besoin de soutien aussi, et elle a été là tout le temps, même dans les moments où ça a été le plus dur. Donc savoir bien s'entourer, c'est le plus important dans tous les sens du terme. Encore une fois, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des fournisseurs, mais pour moi c'est important, fournisseurs, clients, et de respecter le client. Et surtout de faire un business sur lequel on croit. On croit aussi avec des chiffres, parce que c'est pas le tout de croire avec juste son imagination, mais c'est de croire avec des chiffres pour pouvoir se dire ok, je suis sur la bonne direction. Parce que des fois on veut vendre des choses qui malheureusement n'ont pas le marché. Alors peut-être que le produit est super, il est top, tout ce que tu veux, s'il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas la clientèle en face, s'il n'y a pas le marché, ça sert à rien, tu vas t'épuiser. Donc il faut essayer de trouver un autre chemin et pas se décourager. Ok, mais encore une fois, comme tu disais, y aller à fond, on teste, on vérifie, et puis s'il n'y a pas les chiffres, il n'y a pas les chiffres, mais au moins on n'aura pas de regrets. Voilà, si on a testé et qu'on a vu que ça marchait pas, on passe à autre chose. Par contre, il faut passer très vite à autre chose. C'est comme l'objectif. Il faut passer très vite à autre chose quand on a atteint ses objectifs, et il faut anticiper déjà. Et je l'avais pas fait, ça m'a mis un peu un coup au moral. Ok, ça marche. Voilà, mais on a plein d'autres objectifs maintenant, c'est super. Excellent. Écoute, un grand merci à toi, Vincent. Merci à toi, et puis, écoute, je te remercie. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. Ciao. Ciao. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que tu auras appris des choses et que tu pourras les appliquer dans ton business. Si, comme Vincent, tu veux rejoindre mon coaching SEO, eh bien, je te mets le lien dans la description pour que tu vois le détail, en fait, de Alpha Google, de mon coaching Alpha Google. Sache que tu ne peux pas t'inscrire quand tu veux. Il faut que tu rejoignes ma liste d'attente, car le programme ouvre seulement 2 fois l'année. Et donc, tu seras averti au moment de l'ouverture du programme si tu t'inscris à la liste d'attente. En attendant que le programme réouvre, eh bien, moi, je t'enverrai des emails de temps en temps pour te donner des infos pour booster ton e-commerce, améliorer ton référencement naturel et puis participer à des événements ou des choses un peu privées que je ne partage que sur ma newsletter. Et comme je le disais, quand le programme sera à nouveau ouvert, que tu pourras rejoindre le coaching, eh bien, tu seras prévenu et tu pourras t'inscrire si ça t'intéresse. Je te mets tous les liens qui vont bien dans la description sous ce podcast et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!